Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Strapologie. On va faire aujourd'hui une émission un petit peu particulière puisqu'on va faire un résumé de l'année 2025 avec les gros événements, on va dire, qui ont fait parler dans les sports de combat. On va parler JJB, on va parler grappling, on va parler MMA avec mes trois invités. Et avant de démarrer, je voudrais remercier le sponsor de l'émission qui n'est autre que mon club de cœur dont je suis le parrain dans le sud-ouest, BJJ Surf Collective. Club de JJB, grappling. Ils organisent aussi des séjours. Si vous avez besoin, par exemple, de louer la salle, vous pouvez avoir des cours de surf, etc. Ils peuvent vous faire quelque chose sur mesure, un séjour sur mesure. BJJ Surf Collective, c'est à Molietz. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Un super club avec déjà plus de 100 adhérents dans un tout petit village. En un an, c'est juste incroyable. Merci Edouard, merci Pedro, vous êtes les boss, merci encore. Et on est parti pour la présentation. Alors, il y a des têtes connues et des têtes moins connues. On va commencer par la star ici qui cache sa calvasse, qui n'est autre que Mickaël Lebou. C'est le outfit, c'est le... Allez, direct, c'est comme ça, on commence comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Mickaël, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Ouais, Mickaël Lebou, combattant de MMA professionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une grave erreur. Vous pouvez déjà quitter cette page. Vous avez... Restez les gars. Non, mais voilà, j'ai combattu dans pas mal d'organisations, dont l'UFC, le M1 et le KSW, le ARS, des grosses organisations. Et du coup, je vais être la tête pensante pour le MMA sur ce plateau. On en avait besoin. Top. Deuxième invité, je pense que vous l'avez vu, ceux qui ont Instagram. J'arrache poteau. Reynald, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Les petits BG, c'est moi. C'est votre gars, j'arrache. Sportivement parlant, comment tu pourrais te présenter? J'ai été auparavant un grand compétiteur en France de grappling et de jiu-jitsu. J'ai eu des petits soucis santé, j'ai réglé ça. Ligaments croisés, tu connais. Ouais, et du coup, ça fait depuis 2010 on pratique le grappling et le jiu-jitsu et maintenant, pour un petit pansement, on fait des petites vidéos assez drôles, j'espère. Tu donnes des cours? Je donne des cours au mai, de grappling et je suis toujours issu du club de JB, Imana Unicité JB. Ok. Donc j'ai grandi là-bas, je me suis fait là-bas, j'ai toujours été là-bas, je suis un élève encore de là-bas. Je donne cours aussi en JB le mercredi. Mais sinon, principalement, maintenant, avec des collègues, on a ouvert une section grappling au mai. Okay. Super, ça prend bien. Maintenant, on a envie de grandir, on a envie de se professionnaliser. Ok. S'affilier à des fédérations, avoir des licences, comme tout bon club, quoi. Trop bien. On voit grand, comme tout le monde. Ok, voilà. Merci Reynald. Merci. Alain, oui. Est-ce que tu peux te présenter? Je pense que les gens ne te connaissent pas, sauf ceux qui font un peu du mouvement ou de la mobilité. On t'écoute. Alors moi c'est Alain, je suis professeur de mouvement et souvent on m'interroge sur ce qu'est le mouvement. Et pour donner une définition rapide, et celle que j'aime donner, c'est se réapproprier son corps pour bien vieillir avec grâce, vieillir jeune. Et l'idée derrière ça, c'est de se créer une littératie de mouvement, de la même manière qu'on a des références philosophiques, mathématiques que l'on peut piocher lorsqu'on a besoin, mais on a la même chose avec le corps. Donc c'est être capable aussi bien d'aller au sol, de déplacer son propre corps, le corps de son partenaire, donc des scénarios de grappling, que faire des acrobaties, faire du parcours et aussi dessiner son paysage intérieur avec des pratiques internes, méditatives et tout ça, et vraiment pour avoir le mode d'emploi de sa corporalité et vivre bien avec lui. Voilà. C'est en bouche à quoi, ça? Non, c'était beau. Déjà, c'était beau, voilà, c'était bien dit. Ça montre le niveau de l'émission. Merci Alain. J'ai appris récemment qu'on avait plus que 5 sens. Il y a beaucoup plus de 5 sens. Il y en a, je ne sais plus combien, presque une vingtaine. Mais il y en a 9 justement qui sont... Et dont, par exemple, le fait de se situer dans l'espace, de se sentir dans l'espace, d'avoir ça. Et donc, tu vois, ça, c'est... Et quand il a dit se situer soi-même, ça m'a parlé. Mais tu vois, comme quoi, on en apprend tous les jours. Ouais, exactement. Non, mais vraiment, en plus, arriver à ce niveau-là, c'est vraiment... je trouve que c'est beau et c'est hyper agréable comme sensation. Parce que alors, j'y suis pas arrivé encore. Il est bloqué à 4. Ouais, moi, déjà, l'odeur, maintenant, c'est compliqué. Je suis un problème de surdité et tout.
Non, moi, je vais plutôt sur le déclin. Je suis à 3,5 en ce moment. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Et tu fais du jiu-jitsu brésilien, ceinture violette? Je fais du jiu-jitsu. J'ai commencé il y a 20 ans et je suis ceinture violette en 2025. Il y a 20 ans? Non, t'exagères. Non, j'ai commencé il y a très très longtemps. Après, j'ai dû arrêter avec mes études et j'ai repris. Ah oui, c'est vrai que tu avais j'ai commencé avec Marco il y a très longtemps. Et j'ai dû arrêter et j'ai repris là récemment, et ceinture violette. Ta ceinture violette. Tu donnes des cours pour faire ta petite pub? Je donne des cours de mouvement à Paris, donc j'ai un groupe, une école, à des gens qui veulent apprendre. J'enseigne aussi à des personnes qui se destinent à enseigner le mouvement, donc ça peut être des gens qui veulent devenir profs de mouvement ou des coachs de fitness qui ont envie d'ajouter à leur arsenal. Et on fait des ateliers partout en France. Pour le moment. Mais du coup, même pour les acteurs, non, je rigole pas, en plus pour les cascadeurs et tout, pas du tout. Parce que aussi, on a été approché, donc il y a quelques années, après on n'a pas plus poussé que ça, mais par des acteurs qui avaient besoin de développer quelques compétences. Donc on l'a fait avec... tu vois les passes dès que je fais? On sait jamais. Très bien. Non, mais il y a un qui a été... j'ai oublié son nom, il était super connu à l'époque, il s'occupait de McGregor. Ido Portal. Ido Portal, tu avais bossé un petit peu avec lui aussi. J'ai été son élève pendant des années. Voilà, donc je pense que tout le monde a un peu vu ces vidéos là où... McGregor faisait des mouvements. Mais tout le monde voulait en faire à l'époque. Voilà, à l'époque, tout le monde même voulait en faire. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a développé quelque chose. Dans le transfert de poids, je pense que ça joue pour beaucoup. Quoi. Ouais, dans la connexion, un truc qu'on n'a pas beaucoup vu dans les vidéos, mais c'était le temps de réaction. Donc il y a une situation, prise de décision. Donc entre l'événement et l'action, réduire le moment de la prise de décision de l'action. Donc réduire le circuit neuronal, ok, il se passe quelque chose, je réagis tout de suite et pas attendre. Parfois, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas trop comment faire, où on voit que la réaction, elle vient après un laps de temps assez long. Et là, on essaie c'est ce qu'a fait beaucoup Ido, c'est essayer de le réduire pour que McGregor puisse réagir un peu comme à l'instinct, comme si tout réduire était le réflexe, le temps de réflexe. Okay. Il y avait un Asiatique là, comme ça, là. Ensemble Nike, à chaque fois, il cassait des casques et tout avec son transfert de poids. Ouais. Ah oui, après je crois qu'il s'est fait démonter dans un combat de MMA. Après c'est différent. Il avait son casque ou pas? Non, il n'avait pas son casque. J'ai vu la vidéo. Ah, c'est bon ça. Il faisait des mouvements impressionnants, il mettait des frappes de ouf. Je sais pas, il respirait avec son corps pas. Et après il a fait un combat contre un mec du MMA et ça s'est mal passé. Comme quoi. On en connaît beaucoup dans les vidéos. C'est mensongère. Faut faire attention. Je regardais une vidéo d'un mec qui transforme un journal en arme de poing et je suis pas sûr que... Ah, c'est Monsieur Ropers. C'est Francky, ouais. Francky. Des petits gens. Allez hop, page fermée. Mais content de nous avoir connus, les gars. T'aimes bien décortiquer ce genre de personnes, toi? J'aime bien, je m'intéresse un peu aux différents arts martiaux. J'aime bien en parler. Ça serait mon rêve de monter un tournoi avec ces mecs-là. Tu sais, tu fais un tournoi, genre. J'avoue, tu ressors et tu les fais ça serait drôle. dans les règles du MMA. Ça serait mon rêve. C'était sport, non? Mais entre eux ou contre des vrais combattants? Ouais, non, mais il n'y a même pas besoin de vrais combattants. Non, au contraire, tu vois. Je te jure, tu les mets entre eux, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui gagne, tu vois. Ils pourraient perdre en même temps. Ils pourraient se passer des choses incroyables. Bon, pour résumer cette année, on va commencer par du MMA. Pour faire plaisir à Mika. On va parler du coach un peu de l'année. Celui-là qui a un petit peu tout gagné quasiment cette année. C'est assez impressionnant. Nicolas Haute, que j'ai eu la chance de recevoir. Et on va parler en même temps de ces deux poulains, on va dire, dont on entend le plus parler. Nassourdine et Benoît Saint-Denis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez suivi un peu cette progression folle, surtout le retour de Benoît Saint-Denis? Tout le monde l'avait un petit peu enterré après ses défaites. Il revient, il fait un combat au sol exceptionnel contre, rappelle-moi le nom, à Paris, contre Ruffi. Ouais. Mais avant ça, il affronte le Canadien en short notice. Ouais. Bon, il devait prendre un gros nom. C'était Alvarez, l'Espagnol. Ouais. L'Espagnol s'est blessé, on n'a pas réussi à faire le poids. On lui met un short notice. Bon, là... Et après, j'y reviendrai, mais clairement, la performance ne m'avait pas forcément impressionné. Et par contre, après, force est de constater qu'il prend Ruffi 2 mois après. Et 2 mois après, il prend un Dariush. Et voilà, et là, il nous impressionne. Là, il prend un combat qui dure 20 secondes, même pas, je crois, je sais plus. Et après, on y reviendra plus en détail. Je vous laisse peut-être parler, mais après, sur le parcours de Saint-Denis et de Nicolas Haute, j'ai des choses à dire. Tu suis un peu le MMA, j'imagine? Ouais, bien comme sûr. Tout combattant.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce retour Je te donne IPTV. Je me désolidarise, je travaille chez RMC Sport et je vous invite tous à payer votre abonnement RMC Sport. Voilà, je suis complètement... Telegram, les gars. Grâce à l'IPTV, j'ai pu suivre ton combat. Alors, j'ai pris des super cours de sol pour ce combat. Je reviendrai aussi, je vais porter une réclamation. Ça n'est pas servi. Oh là là. Coup dur. Ouais, je suis hypé par la nouvelle génération, par les anciens aussi qui nous montrent qui sont bel et bien présents. Qu'est-ce que tu penses de ce Nicolas Hotz qui se passe là? Il a, même si on va pas se mentir, c'est un peu la récupération qu'il a fait. Il a pris ses combattants, mais il a monté comme ça une équipe où il va chercher des experts dans certains domaines. Il avait pris Reda, il avait pris Maxime François pour la lutte, etc. Voilà, tout ce groupe qui fait que ça devient un petit peu un pôle. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut créer, c'est ce qu'il m'a dit. Là, il veut ouvrir une salle. Il veut un peu avoir cette image de pôle un peu comme on a pour le foot, comme on a pour d'autres sports, pour faire exploser ce sport qui est le MMA en France, le niveau. Franchement, déjà, en tant que... lui-même, c'est un combattant de grappling à la base. Même MMA, hein. MMA. Moi, je l'ai connu sur le circuit grappling, déjà. Et... Ouais, il est dur. Il était impressionnant, déjà. Déjà, je retiens un jour, on avait fait un événement ensemble, c'était le roll-up. Ok. À Reuil. Ah oui. Attends, toi, t'étais de l'autre côté, toi. Parce que moi, j'étais dans son coin. Il avait combattu contre... non. C'est contre de Evoluta, là. Il avait pris Mourad, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que les gens sont pas au courant de ce qui s'est passé. Parce que moi, j'étais dans le coin de Nicolas. Non, il s'est fait endormir. Enfin, mais en fait, l'arbitre n'a pas vu. Donc, Nico a dormi. L'arbitre n'a pas vu, donc Mourad non plus n'a pas senti, je pense. Et Nico, quand il a lâché, parce qu'il s'est dit mince, il tape pas, il dormait. Quand il a lâché, Nico est revenu dans le combat et l'a soumis. C'est ouf. Et il me dit après, mais j'ai dormi, il avait les yeux en sang, comme ça, exceptionnel là, ce jour-là, niveau mental, pour sortir d'un réveil. Enfin, je sais pas si tu t'es déjà fait endormir sur le tapis, mais Dieu merci. Tu vois pas clair pendant quelques secondes, c'est compliqué quoi. Mais déjà, il m'avait choqué parce que on discutait, parce que je le connais un petit peu auparavant, et il me parlait de la respiration pendant le combat, écoute bien ton adversaire, et tu vois, c'était des petits détails que quand t'es jeune, tu fais pas trop attention, mais après, quand tu commences à être mature dans ton propre jeu et tout, tous ces petits facteurs, tu commences à être vigilant sur ça, et franchement, déjà, à l'époque, il m'impressionnait. Et là, de voir qu'il s'entoure des meilleurs, on peut dire, hein, parce que Reda Mebtouche, on peut dire, c'est un des meilleurs combattants français. Maxime de la lutte, c'est ça? Maxime François, ouais. Maxime François de la lutte, je le connais à travers les réseaux, c'est très fort. Et à chaque combattant qui l'entoure, ça fait win. Donc, sauf Mika pour le dernier. Après, non, Mika, c'est peut-être un peu trop récent. On va revenir à ça parce que j'ai payé un coach de sol pour pas grand-chose. Faut avoir le nom. On va revenir. Non, moi je suis admiratif du travail qu'il peut fournir et c'est français et ça nous fait plus de visibilité à travers le monde, donc big respect à lui. Hein. On suit et on suivra, on est dans le train, comme les gens ils disent. Toi, Alain, tu regardes un peu le MMA? Je regarde, je suis de loin. J'ai vu ce que faisait Nicolas Hotz et de ma fenêtre qui est vraiment très éloignée parce que je le connais pas personnellement. Ouais. C'est bien aussi d'avoir l'avis de... C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure avant de commencer, c'est qu'il structure son équipe. Tout à l'heure, Mika parlait de pas de structure. Et là, on est vraiment de loin, en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui s'opère, où il place ses pions, il place les personnes qu'il connaît et qui sait être bon dans un domaine, et il crée une espèce de synergie. J'ai même l'impression que les athlètes, entre eux, s'entendent bien et s'aident à grandir. Il y a comme une émulation. Après, quand je vois des vidéos... ça ramène aussi, je trouve, d'autres gros combattants. Exactement, ouais. Et quand je vois des vidéos sur RMC Sport... T'es abonné, j'espère? Je suis abonné. Merci bien. Sur la chaîne YouTube, gratuite. C'est bien ça. Je trouve ça beau, ça donne envie en fait de voir cette énergie entre l'agent de son équipe que je ne connais pas. Donc, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il accepte ce truc de dire ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert, je ne sais pas tout. Et donc, il va chercher... je ne sais pas si tous les coachs font ça, je ne suis pas sûr. Mais voilà, il accepte ce truc de je ne suis pas un professionnel du sol à 100%, donc je vais chercher un pro.
Donc ça, et lui, il arrive à connecter et tout. Oui, c'est s'entourer. Je trouve. Ouais, en fait, ce que je trouve, moi, chez Nico, sur la partie entraîneur, c'est que déjà, il n'a pas peur de s'entourer. Comme tu l'as dit, souvent, j'ai le sentiment que beaucoup considèrent que pour briller, ils doivent éteindre les autres. Et lui, il a compris que même s'il brillait et que les autres brillaient à côté de lui, ça n'allait pas l'éteindre. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, je pense, est assez sûr de ses compétences pour pouvoir s'entourer aussi de gens compétents. Parce que tu regardes, beaucoup sont très compétents, mais ils ont toujours un peu peur. Ils essayent toujours de tout ramener à eux. Si tu les écoutes, ils sont coach nutrition, coach boxe, coach sol. Est-ce que tu as des noms, Nickel ? Non, pas forcément, mais c'est quelque chose que tu peux voir. Si aujourd'hui, je te donne des noms de salles, tu serais incapable de me dire comment est structurée la salle au sein du gym. Lui, Nico, c'est assez clair. Tu regardes, en boxe anglaise, il a les participants qui sont à l'INSEP France en boxe anglaise. Là, j'ai oublié son nom, mais c'est actuellement qui prend le relais, celui qui gérait l'équipe féminine de boxe anglaise et qui fait un gros travail avec Benoît Saint-Denis. Au sol, effectivement, après Nico, il est quand même pas mal au sol, donc c'est quand même lui qui gère beaucoup la partie sol et notamment les liaisons avec le MMA. On a Maxime François en lutte, on a Rodrigo sur la partie boxe taille. La deuxième chose qui est intéressante chez Nico, c'est qu'il arrive à fédérer autour de lui sur un projet et qu'il arrive à faire en sorte que tous les athlètes qui viennent, parce que les athlètes, par définition, si tu veux être compétiteur et bon compétiteur, tu as une part d'égoïsme et tu as une part d'ego. Tu peux pas être super bon, très très haut niveau si tu n'as pas un minimum d'ego et que tu n'es pas un minimum un peu égoïste. Lui, il arrive à faire cohabiter tout ça. Effectivement, il a fait de la récupération, entre guillemets, avec Nassourdine Imavov, avec BSD, etc. C'est-à-dire que c'était déjà des gros noms quand il les a récupérés. Mais derrière, on voit aussi qu'il arrive à faire émerger des talents. Il y a Adel, même s'il n'a pas réussi à transitionner sur la partie sol en MMA, mais c'est quand même un produit Nicolas Haute. On a Delphine Benouèche qui fait des super résultats. On a Eddie Mapengo. Ouais, c'est ça. On a aussi à l'Octagone Jorick Montagnac. Il y a une grosse équipe. Il a un gros tatami, Nicolas Haute, et il arrive à faire cohabiter tout ça. Des gens qui viennent d'univers complètement différents. C'est-à-dire que tu prends un Wissem, un Nassourdine ou un Benoît Saint-Denis, c'est 3 univers différents et pourtant ça cohabite, ça marche. Il y a une synergie. On oublie aussi William Gomis qui est arrivé. Pareil, peut-être on peut le considérer comme de la récupération, mais il fait des grosses perfs. Et enfin, le troisième volet, là où on peut le juger, c'est d'ailleurs sur ça qu'on le juge, c'est les performances qu'il arrive à sortir avec les combattants. Et on voit que sur les grosses têtes cette année, il est sur un perfect. Nassourdine Imavov a fait peut-être la plus belle prestation qu'en France, aucun athlète français n'ait jamais réussi à faire. Ce KO face à Adesanya. Il sort de l'enfer, Benoît Saint-Denis. 3 combats en l'espace de 4 mois coulants, c'est-à-dire entre août et novembre, 4-5 mois, il fait 3 performances, même si la première, moi, je restais sur ma faim. La deuxième et la troisième montrent qu'on a un Benoît Saint-Denis révolution. Benoît Saint-Denis va faire un 4e combat en l'espace de 10 mois, je sais pas si en 8 mois, quoi. Je sais pas si on se rend compte, c'est ouf. Il sort 2 prestats avec Gomis, 2 prestats avec Nassour. Possiblement, il fait la ceinture l'année prochaine pour Nassourdine. Ouais, on va en parler. Et ensuite, sur le pôle formation, on a une Delphine qui a perdu à un moment donné un combat au Ares, mais qui derrière re-signe une victoire. Il y a Eddie qui fait la défaite, elle était mitigée un petit peu. On peut en discuter. Après, il y a eu des contre-performances aussi. Et c'est à ça qu'on peut aussi voir qu'il est bon. C'est que il ne s'est pas échappé. C'est-à-dire que Baki, c'est une grosse désillusion, c'est une grosse contre-performance. Il a sa part de responsabilité dedans en tant que coach. C'est pas que Baki, c'est lui aussi qui a pas forcément pris la bonne décision au bon moment. Il y a aussi la contre-performance d'Adel. Parce que pour moi, il peut être vraiment un futur grand de ce sport s'il continue à travailler. Et le combat qu'il a fait, malheureusement, a fait qu'il n'y a pas eu la bonne stratégie. On a eu la contre-performance de Aboubakar Bathily au Ares. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'échappe non plus. C'est pas quelqu'un qui, quand il y a une défaite, il est là, il prend les gars, il discute avec eux. Et moi, je le vois un peu en off, j'ai la partie en coulisses. Il arrive à restructurer un plan d'entraînement. Et donc, pour ça, félicitations, parce que c'est vraiment complexe. Maintenant, voilà, comme tout le monde, je pense que le MMA, il a encore besoin de progresser. Il y a encore des gens, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, la grosse part de progression, c'est pas forcément sur les head coachs, mais plus sur les coachs spécialisés,
Type le lutteur qui va vouloir vraiment comprendre l'ADN du MMA pour adapter la lutte au MMA, le gars du sol qui va vraiment vouloir comprendre les distances, et pareil pour la boxe. Et je pense qu'effectivement, le pôle qui va être fait avec Slam, le grand groupe là, qui est en train de tout racheter, en gros, qui rachète le MMA français, vont faire une salle du futur. Et je pense que c'est effectivement quelque chose à suivre de très proche qui devrait faire que la performance des combattants va faire que grossir. Donc oui, le coach de l'année pour toutes les raisons que je viens de citer. Est-ce que son point fort pour toi, c'est la stratégie de combat? Parce que j'ai l'impression que, par exemple, il a pris un Benoît, il l'a pas... Évidemment, il s'est amélioré, Benoît, entre-temps, il s'est entraîné, mais il n'a pas non plus complètement explosé au niveau technique, Benoît. C'est juste qu'au niveau stratégie... Il a une vision MMA qui est axée effectivement sur le côté tactique. Donc, effectivement, quand tu vas au combat avec Nicolas, il y a une analyse de ton adversaire, tu as une stratégie de combat. Mais je pense que résumer son point fort à ça, c'est faux. C'est parce qu'en fait, pour ramener ça, il faut que ton athlète, il ait confiance en toi. Il faut redonner confiance en son athlète. Il faut lui donner les capacités de progresser et pouvoir mettre en place la stratégie. Parce qu'en vrai de vrai, dire pour battre tel combattant, voilà ce qu'il faut faire. Tout le monde saurait plus ou moins le dire avec un minimum de connaissances. Sauf qu'en fait, toi, il faut que tu élabores ta stratégie en fonction des compétences de ton athlète. Donc, il ne faut pas que tu lui demandes des choses qu'il ne puisse pas faire. Il faut que tu lui demandes des choses que tu es capable de lui faire appliquer. Il faut que tu le montes en compétences pour qu'il les applique parfois. Et donc, c'est là où il est fort. C'est qu'il a vraiment, selon moi, une vision 360, une vision dans laquelle il arrive à fédérer pour ramener les bons sparring. Et en fait, il y a beaucoup, à un moment donné, de coachs qui n'y arrivent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité à fédérer. Ils n'ont pas cette capacité à ramener la bonne pièce maîtresse dans le plan d'entraînement, etc. Ils n'ont pas cette capacité à dire non aux combattants. Mais c'est exactement ça. Qu'il peut pas assumer, quoi. Et aussi des gars qui sont des yes man. On en voit beaucoup, des gars qui sont prêts à exister par tous les moyens et qui disent oui à tous les caprices de leurs combattants ou qui donnent trop la parole aux combattants. Et donc, je pense que c'est un ensemble, c'est un travail d'équilibriste qu'il arrive à bien faire. Mais effectivement, en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que tu ne vas pas au combat sans stratégie de combat. Ça, c'est évident. Pour ce qui est de Benoît, bon, on en a parlé un petit peu là. Toi, tu vois comment le futur pour Benoît? Est-ce que tu penses qu'il peut aller chercher un top 5? Est-ce que c'est encore un peu tôt? Moi, je serais tendance à dire oui, Benoît peut le faire. C'est-à-dire, Benoît, moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit il est capable du meilleur comme du pire. Et c'est ça un peu qui m'a gêné sur les anciennes performances de Benoît. C'est-à-dire qu'on le sentait capable du meilleur et d'un coup capable du pire. C'est quelqu'un qui est assez têtu, déterminé et qui a une confiance en lui absolue. Et en fait, ça se ressent aussi parfois dans le combat où même quand ça ne passe pas, il veut que ça passe. C'est un peu le problème qu'on a pu voir sur deux combats. Il y va jusqu'au bout. Mais c'est l'une de ses plus grandes qualités. C'est aussi ça il a un cœur, C'est-à-dire que c'est ça qui lui a permis de gagner et de peut-être monter des échelons très rapidement. Aujourd'hui, il est restructuré. Je pense qu'ils sont dans une relation de confiance. Ils apprennent aussi à se combattre, à se connaître, parce que ça fait que 3 combats qui sont ensemble en l'espace de 5 mois. En réalité, pour l'instant, tout est ouvert, tout va bien. Mais c'est un travail de longue haleine. Normalement, pour aller chercher une ceinture à l'UFC, c'est en général 2-3 ans. Je ne pense pas que ce soit cette année pour aller chercher la ceinture UFC des 70 kilos. Pourquoi pas la BMF? Là, il tape Hooker, qui est un top 7. Donc, derrière, inévitablement, on pense à un top 5. Ma réponse, c'est oui. Il peut battre des top 5. Voilà, il y a des top 5 qui sont un peu sur le déclin, qui sont plus sur la pente ascendante. Il montre qu'il a psychologiquement, il est revenu de l'enfer. Peu de gens sont revenus de l'enfer qu'il a vécu. Ce chaos contre Poirier, la désillusion face à Moïcano, les blessures qu'il a enchaînées, le changement d'équipe, bref, ça a été compliqué. Il est revenu. Maintenant, techniquement, ça va nécessiter un travail qu'il amorce déjà en boxe anglaise, parce que je pense que c'est un peu son problème aujourd'hui. Et oui, je pense qu'il sera capable de le faire. Maintenant, c'est prématuré de parler de ceinture pour lui cette année en 2026. Ouais. Son autre poulain, celui-là sur qui on compte tous, je crois, Nassourdine, qui est en train de faire un sans faute. Là, il est sur combien? 6-7 victoires? Oh non, moins. Je crois qu'il est sur 5. 5 victoires. Ouais. Et quelle victoire! Cette année, c'était fou. Il montre qu'il a un niveau dingue. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher un Chimaev? Moi, j'ai envie de dire oui, entre guillemets. Cocorico. Hein. Évidemment, on a vu que quand il t'amène Ramzat au sol, ça se complique. Est-ce qu'il va arriver à défendre la lutte
Bon, je crois qu'il y travaille durement. Est-ce que il peut l'avoir en boxe? Je ne sais pas. On a vu la fin avec Duplessis. Ce que je parlais avec Nico la dernière fois, c'est que voilà, sur le dernier round, le peu de debout qu'il fait avec Duplessis, il a failli se faire éteindre quand même, Khamzat. Donc on voit quand même que debout, il y a quelque chose à faire. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut arriver à faire du debout avec lui. Toi qui tournes régulièrement avec des lutteurs, des grappleurs, tu en penses quoi, toi, voilà, d'avoir un profil comme ça en face de toi? C'est vrai que ça peut te pourrir la vie, hein, quelqu'un qui veut te coller. Je sais pas si tu tournes avec des lutteurs. Bien sûr, ça peut te pourrir la vie, mais bon, quand je pense, tu sais annuler des takedowns, tu sais le timing en vrai, tout, je pense que c'est une question de timing et de base on connaît aussi Imavov pour sa qualité du sol, qu'il a pas trop montré à l'UFC, mais on sait qu'il a un super bagage quand même au sol. Là récemment même il partage des petites vidéos où il se part un petit peu en grappling. Je pense qu'il faut qu'il accentue quand même cet aspect-là, mais on a toujours vu sur des oppositions de style, quand c'est bien maîtrisé et qu'on arrive à contrer l'adversaire avec... on va parler du sprawl parce que je pense qu'avec Chimaev, il faut sprawler. Ouais. Ça va être plus dur à dire qu'à faire. Mais jusque-là, je crois pas qu'il y ait grand monde qui soit arrivé. Mais... Il faut full travailler sa défense et Imavov, s'il le tient debout... je pense qu'il peut le blesser. Hein. Ça peut aller vite, ouais. Ça peut aller vite. Hein. Et il faut le ramener chez lui. Mais c'est comme tout le monde. Si on aime bien le dos au sol, il faut le ramener, faut tirer la garde. Si t'es un passeur, il faut arriver à le mettre sur le dos. Il faut le ramener chez toi. Tu le ramènes chez toi et tu donnes le meilleur. Et je pense que ça peut le faire. Hein. On l'a vu. Hein. McGregor face à Khabib. On sait que c'était pas un gros lutteur, McGregor, mais quand il commençait à lui donner du fil à retordre un peu debout, ça le faisait douter. Bon, après, il lui a un peu roulé dessus, mais... C'est pas le bon exemple. Il a tenu quand même des rounds et il l'a fait un peu vaciller de temps en temps. Je pense que si c'est bien fait, il y a moyen. Moi, j'y crois. J'y crois McGregor, c'était un gros sol aussi. Hein. C'était un gros sol. Mais voilà, t'as un profil en face lutte qui est là pour te coller, pour te mettre des coups. C'est compliqué. Ton sol, il s'éteint rapidement, je trouve, hein, face à ce genre de profil. Quoi. En fait, Chimaev, il fait partie de ces combattants qui sont très rares, qui doivent se compter sur les doigts d'une main, qui imposent leur technicité et leur domaine de compétence. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de combattants, tu le disais tout à l'heure, la stratégie, la tactique, le plan de combat, parce que on essaye d'imposer notre game plan face aux capacités de l'adversaire. Et lui, c'est un peu comme Khabib. Leur particularité, c'est que quoi qu'il arrive, il y a pas, je prends même pas en compte les compétences de l'adversaire que j'ai en face de moi. Je t'amène au sol et je mets en place mes compétences, ce que je sais faire. Et ça, c'est vrai que c'est assez dingue parce que il y arrive facilement. Au premier round, ce qu'on a pu voir sur Chimaev, c'est une démonstration. Il a commencé à avoir du fil à retordre avec Burns au troisième round où ça a été compliqué pour lui. On l'a vu avec Ousmane aussi. Un Ousmane qu'on croyait fini. Et c'est un Ousmane en fait, qui a fait l'une de ses meilleures performances malgré le fait qu'il y a eu cette défaite. Il est quand même bien revenu dans la fin du combat avec une belle anglaise en ligne. Duplessis, c'est hyper maîtrisé de la part de Chimaev, mais au dernier round, il se fait une petite frayeur. Mais c'est quand même hyper maîtrisé. Maintenant, si on regarde les accomplissements de Chimaev et de Nassourdine avant le combat contre Duplessis, s'il y en a un des deux qui mérite d'avoir sa chance pour le titre en termes d'accomplissement fait dans la catégorie des 84 kilos, c'est Nassourdine Imavov. C'est-à-dire que Chimaev, je crois que le seul gars qui l'a battu à 84 avant Duplessis, il me semble que c'est Ousmane en 84. Alors qu'Ousmane, c'est un 77 de base. Donc, alors que Nassourdine, je crois qu'il venait de taper 3 gars déjà du top 15, quoi, ou top 10 même. Donc, clairement, en termes d'accomplissement, il ne faut pas oublier que Nassourdine avait déjà fait plus que Chimaev avant qu'il ait sa chance pour le titre. Maintenant, il y a le côté business, etc. etc. Mais Nassourdine, pour moi, c'est plus qu'il peut le faire, je crois qu'il va le faire. Maintenant, il faut être honnête, c'est pas un combat genre où on dit 70-30. Non, c'est très serré. Ça va jouer à rien, ça va jouer à du détail. La stratégie de Chimaev, on la connaît. Ça va pas boxer face à Nassourdine, donc il n'y aura pas d'inconnu de ce côté-là. Voilà. Il va peut-être améliorer un peu son anglaise, etc. Mais selon moi, les phases où ça va se jouer énormément, c'est les phases où ça va venir coller, se décoller.
C'est ces phases-là. C'est comment j'arrive à remettre un rythme en boxe une fois que je me suis décollé ou j'ai réussi à me relever. Comment j'arrive au moment de la rupture de contact à capitaliser sur la rupture de contact. Donc pourquoi pas avec des coudes, des genoux pour piquer mon adversaire. Comment j'arrive à gérer mon énergie au gré du combat, parce que je sais qu'on a un Chimaev, lui, qui sera forcément sur le déclin, parce que sa stratégie de combat, c'est d'amener au sol, c'est une stratégie très énergivore. Et il peut pas s'économiser sur ces phases-là, alors que Nassourdine, lui, sur sa boxe, il peut gérer, il peut temporiser, il peut mettre des points forts, des rythmes accélérés, etc. Donc, en réalité, il y a beaucoup plus de leviers d'action et de capacité à faire douter du côté de Nassour que du côté de Chimaev. Donc non, je pense que Nassourdine, en réalité, c'est lui qui a les cartes entre les mains. Ça va être très compliqué. Encore une fois, on le rappelle, ce sont les 2 meilleurs combattants au monde dans la catégorie des 84 kilos. Donc ça sera un combat compliqué, mais je crois qu'il peut le faire. En plus, ils se connaissent, non? Ils se connaissent, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas trop se combattre, mais bon, il y a un moment donné, là, tu n'as plus le choix. Si tu te retrouves... C'est toujours le côté un peu, effectivement, communautaire, entre guillemets, Tchétchénie, Daghestan, etc. Ouais. Maintenant, on sait aussi qu'entre Chimaev et le clan Khabib, ça ne fonctionne pas du tout. Chimaev qui s'entraîne beaucoup avec Tsarukyan qui est, entre guillemets, le rival qu'on veut voir contre... Makhachev. Donc après il y a ce qui se dit entre eux, le côté un peu politique, communauté qu'on maîtrise pas, et il y a la réalité du combattant qui, comme je l'ai dit, lui par exemple Nassourdine, il n'en a un peu rien à faire que Chimaev habite à côté de chez lui. Lui, il veut être reconnu comme le meilleur champion de tous les temps, et c'est cette part-là où je dis que quand vous voulez être champion, vous êtes obligé d'être soit égoïste, soit un peu d'égo, etc., parce qu'il y a que ça qui peut vous faire avancer. Sinon, il y a toujours une bonne raison pour ne pas affronter la personne en face de vous. Non, mais est-ce que tu as déjà vécu un combat avec une personne que tu as côtoyée auparavant, par exemple? Amine, par exemple, mon dernier combat, c'est quelqu'un que je connaissais. On échangeait régulièrement. Après, on n'est pas amis, mais... C'est différent, genre, qu'un combat avec une personne que tu connais pas? Non, je pense pas. Tu te conditionnes. Un combat, c'est tellement de frustration, tellement de difficultés, tellement de... C'est pas comme si là, demain, on se dit, tiens, on va combattre. Non, c'est 8 semaines dans lesquelles, ou peut-être 10, où tu as vécu, entre guillemets, l'enfer. Tu vas à l'entraînement, tu as le régime, tu as la fatigue, etc. Tu as tout plein de choses qui font que tu es conditionné pour combattre ce jour-là. Donc, ça joue pas... Tu switches dans ton cerveau. Tu switches à partir du moment où tu annonces le combat. C'est-à-dire qu'au moment où tu acceptes le combat, tu as déjà switché. Et progressivement, les épreuves que tu gères, parce que c'est des épreuves quotidiennes, même si c'est des petites épreuves, c'est toujours des épreuves qui doivent faire de toi la meilleure version de toi le jour du combat. C'est ça, l'idée d'une préparation. C'est d'être la meilleure version de toi à l'instant T. Et donc ça, c'est que des épreuves que tu passes tous les jours pour être la meilleure version de toi. Et quand tu arrives là, je peux te dire qu'en face de toi, tu le vois même plus comme autre qu'un combattant. Tout ce qui peut représenter en tant que personne en dehors du combattant que c'est, tu t'en fous. Ouais, c'est bien. Tout le taf que tu as donné, Et tu l'essentialises au combattant qu'il est. Au moment où tu le combats, tu l'essentialises juste au combattant qu'il est et rien d'autre. Et tu le vois comme un adversaire, donc comme entre guillemets un ennemi. Tu le vois comme rien d'autre. C'est peut-être plus compliqué quand c'est vraiment un proche. Là, oui, voilà. Après, c'est une amitié. Il n'est pas proche non plus. Oui, voilà, c'est pas une amitié. Et à l'époque, ça avait fait parler. C'était Jones contre. Comment ça s'appelait Rashad Evans. Voilà, contre Rashad Evans. Ça avait fait parler parce que les deux, ils s'étaient promis de jamais s'affronter. Je sais pas si tu te rappelles un peu cette époque. Puis non, mais même à un moment donné, Nassourdine devait affronter un gars, un Daguestanais, par contre, plus ou moins du même village, qui sont dans la catégorie en 95. Là, ça a fait scandale. Ah oui. Là, tu vois, et là-bas, ils s'en foutaient de savoir si Nassour était au-dessus au niveau du classement. Nassour était plus jeune. C'est toi, Nassour, Et là, je peux te dire qu'il y a eu des coups de téléphone. Là, la famille a commencé à dire, OK, là, les villages... Et là, OK, parce que là, il y a une vraie... C'est 2 Daguestanais du même village, plus ou moins. Et là, OK, les gens, ils ont dit, bon, c'est toi le plus jeune, on s'en fout de ton classement à l'UFC. Et voilà, et là, il y a le respect. Et là, effectivement, ça prend une dimension qui ont fait qu'ils n'ont pas combattu. Mais c'est pas du tout la même chose avec Chimaev. Pas du tout. C'est bien quand même cette notion je trouve, bien sûr, de fraternité comme ça. Même dans la vie de tous les jours, c'est important d'avoir des principes qui sont au-dessus de la volonté d'être champion. Sinon, on serait prêt à tout et heureusement que non. Donc moi aussi, je crois que si tu as une profonde amitié avec quelqu'un, jamais de ta vie tu le combats. Ou en tout cas, ça brisera quelque chose.
pour ça que tu avais refusé contre moi. Bah, c'est un peu ça, ouais. Merci. J'avais l'impression qu'il y avait un truc psychologique qui switchait en fait au moment où tu rentrais dans la cage. J'ai jamais eu cette expérience-là, mais de l'extérieur, parce que il se comporte un peu de manière vraiment brutale. Il y a beaucoup de violence et à la fin, il y a des accolades, il y a parfois beaucoup de démonstrations d'affection. Et Alors, tout dépend de la personne. Ça, tu le fais pas. Le switch que tu dis, tu le fais pas au moment où tu rentres dans la cage. Non, tu le fais au moment où tu sors du combat. Non, mais d'abord, tu as le switch avec, que tu opères lorsque tu dis OK pour le combat, tu rentres dans ta préparation. Ouais. Petit à petit, tu te débarrasses peut-être de ces liens d'affection et d'amitié que tu peux avoir pour la personne. Tu fais ton combat et à la fin, c'est comme si ça revenait. En Voilà, fait. Là, mais le switch, on parle bien justement de la fin du combat. C'est là où le switch, parce que tu as tout donné. Donc, si tu as tout donné, bah voilà, c'est fait. Et ça sert plus à rien de garder ça va te ronger de l'intérieur. Imagine en plus que tu as perdu. Ouais, bien sûr. Alors là, c'est double peine, tu vois. Déjà qu'une défaite, c'est souvent accompagné de blessures physiques, psychologiques. Ça nique un peu ton business pour parler crûment. Sur les réseaux, on n'est pas attendre derrière toi, on va t'attendre. Donc, si en plus de ça, tu gardes de la haine pour un combattant avec qui vous êtes battu à armes égales, entre guillemets, c'est complexe. Tu dis mal toi-même. Ouais, tu finis comme Conor. Hein. Franchement, je pense que Conor, il a très mal vécu sa défaite face à Khabib ou autre. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais su réellement remonter de ce type de défaite. Attends, et qui... J'ai une question peut-être un peu naïve, mais pour les combattants MMA, à la fin des combats, ou même de manière générale, dans les grosses organisations, est-ce qu'il y a un suivi psychologique, un accompagnement qui est fait? Parce que j'imagine après tellement de frustration, tu arrives même à une défaite. Est-ce qu'on t'accompagne un peu? Est-ce qu'on t'explique Non, je pense qu'il faut être entouré. Il faut être bien entouré. Il faut savoir faire comment dirais-je, le vide. Il faut savoir ne pas prendre premier degré ou trop d'importance aux commentaires que tu peux lire sur les réseaux, parce que ça, c'est d'une violence. Ouais. C'est dur. Faut être entouré, et c'est là où malheureusement je pense que beaucoup de combattants font des dépressions, et en plus c'est un peu quelque chose qui est caché, parce que ça serait synonyme d'une faiblesse psychologique, et ça serait jamais bon pour la suite de sa carrière, parce que ça pourrait se retourner contre lui. Le trash talking est tellement violent que pour les combattants c'est un peu une honte d'en parler. D'ailleurs, la préparation mentale est presque quelque chose de tabou. C'est quelque chose qui commence tout juste dans le circuit français à se dire, en fait, c'est pas parce que je suis faible psychologiquement je fais de la prépa mentale, c'est juste parce que j'ai envie d'être plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste là on commence à s'aligner sur ça. Mais donc non, et je pense que dans le sport de haut niveau, quel qu'il soit, on n'a pas ce suivi psychologique. Tu vois, quand tu as des joueurs de foot qui sont blessés ou autres et qui reviennent jamais au haut niveau, je pense qu'ils sont dans des dépressions. Souvent, nous, vu de l'extérieur, on se dit ils sont riches, ça va. Mais non, je pense que dans tous les sports, c'est d'une violence. Et il n'y a pas de suivi. En tout cas, j'ai pas de... C'est vrai que ça serait une bonne... Ça serait un bon truc, même quand tu as une équipe. Là, on parlait de Nicolas, au moins le proposer. Exactement. Après, c'est pour ça aussi le travail du head coach dans le nombre, c'est quand il y a ce type de défaite, c'est de ne pas abandonner, entre guillemets, de laisser derrière les gars qui étaient promis à une grande carrière, parce que c'est la réalité aussi du sport de haut niveau, c'est que tout le monde n'est pas fait pour le haut niveau. Et que vous avez des champions à l'entraînement qui, malheureusement, en combat, ne deviennent jamais champions, ou qui, par leur parcours, font que, en réalité, ils ont affronté des adversaires trop durs, trop tôt, peu importe, ou alors ils se sont blessés. Il y a 1000 explications possibles qui font que celui qui était moins brillant a plus percé que celui qui était plus brillant, et pourtant les deux ont travaillé de la même manière. C'est même pas qu'une question de besogne, entre guillemets. Et derrière, c'est vrai que faut pas oublier aussi que le head coach, par exemple, il est là pour amener les compétiteurs au plus haut niveau. Ça veut dire que lui aussi, quelque part, à un moment donné, ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est ça qui est difficile dans le sport, c'est que c'est pas du social non plus. Mais je te rejoins totalement sur le fait que ça mériterait un suivi, mais qui, quoi, comment? Toi, tu as vécu ça un peu de près, entre guillemets, avec, je pense à Mohamed Bayo, parce que tu t'entraînes avec. Je sais ça a été dur pour lui, là, ces derniers combats. Les réseaux n'ont pas été tendres avec lui. Alors, il en parlerait mieux, effectivement, lui-même. Il faudra que je le fasse venir. Mais voilà, est-ce que toi, tu as vu aussi ce truc-là, la vision du combattant? Est-ce que tu as vu que ça l'a impacté, ou il a réussi quand même rapidement? On n'en parle pas trop de ça. Ok. T'as vu, mais c'est un peu tabou. Moi, de mon côté, quand tu as été un espoir, entre guillemets, français dans le JJB,
qu'il a pu Complètement, être... c'était une machine. Hein. C'était une machine de guerre, rivalisait avec les anciens, etc., à l'âge de 16 ans. Complètement. Et que, bon, ça serait un grand mot, mais qu'il donne une autre image en MMA. Ouais. Tu sais, il faut être fort mentalement et qu'il est jeune encore. Donc après, c'est... Oui, il peut encore... Nous, on préfère pas parler de ça. Ouais. C'est... Chacun, il gère comme il veut. Nous, on sera toujours là à le motiver, à lui dire que c'est le meilleur, etc. Mais c'est pas des sujets, je pense. C'est délicat, j'imagine, délicat. entre combattants. Bah, comme tu as dit, je pense que ça serait assez à son entourage de ses head coach, etc., qui devrait lui parler, tu vois. Mais nous, on sera toujours dans l'encouragement, quoi qu'il fasse, quoi. Bien sûr. Tu vois, mais... Ça change rien à l'image que tu as de lui. Exactement. Mais nous, dans le cœur, ça nous fait quelque chose. Ça affecte, bien nous, sûr. on l'a connu, même encore au jour d'aujourd'hui, il nous donne du fil à retordre. Pourtant, il est plus léger que moi, etc. Mais ça pique. Avec les réseaux aujourd'hui, c'est... Mais après, c'est ça le problème de Bayo, c'est qu'il a eu le... Oui. Attention, hein, parce que Bayo, il est au sol, c'est un génie, tu vois. C'est un peu comme Doumbé en pied-pont, entre guillemets, tu vois. C'est vraiment très fort. Il arrive en MMA assez sûr de lui, beaucoup de condescendance vis-à-vis de ses adversaires. Après, c'est le jeu du trash talking ou pas. Mais voilà, c'est sa manière certainement de vouloir capitaliser. Ça, il pardonne pas. Et le problème, c'est qu'il y a eu, entre guillemets, 3 victoires, c'est parce qu'il y a eu un retournement de situation dans lequel qui a perdu, en fait. Mais comme il y a eu dopage, on lui a redonné la victoire, ce qui est assez normal. 2... il gagne sur un coup irrégulier alors il commençait derrière la tête très très contestable quand même selon moi. Et 3, je sais plus c'est quoi. C'est la clé de bras qui fait. Oui, peut-être. Et derrière, il sort de là où il dit je suis invaincu, etc., etc. Et il continue son personnage très 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 particulier vis-à-vis de ses adversaires et tout. Et je pense que ce qu'aurait pu lui servir de leçon sur ces 2-3 combats où il a vu que c'était compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'il aurait pu penser. Il n'a pas travaillé suffisamment, il n'a pas pris le recul nécessaire. Et malheureusement, c'est pour ça que les réseaux derrière lui sont tombés dessus. Maintenant, il n'y a rien, je dis bien rien qui justifie sur les réseaux qu'on déverse une telle haine, une telle violence, une telle... c'est difficile, les réseaux. Comme je dis souvent, les humains qui combattent, ça reste... les combattants qui combattent, ça reste des humains avec des rêves, des doutes, des incertitudes, les aléas de la vie dans laquelle on n'est pas au courant de tout. Il ne faut pas les déshumaniser parce qu'ils nous ont déçus, parce qu'on n'aime pas le personnage, etc. Et en fait, il ne faut pas se donner le droit de les insulter. Maintenant, j'explique juste qu'effectivement, lui aussi, de l'autre côté, on a eu le sentiment parfois où il ne respectait pas le grand public et voir les acteurs du MMA. Peut-être l'image qu'il a donnée. Après, je pense que tu te mets on sur le connaît, les réseaux. C'est une crème, mais ouais, carrément. Mais si tu te mets sur les réseaux, tu es prêt à tout ça. Enfin, tu n'es jamais prêt à un tel acharnement sur la personne. Dur. Mais c'est très dur. Tu es sur les réseaux, tu es vulnérable dans tous les cas. Et Internet, ça oublie pas. C'est d'une violence. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tout va ressortir. Donc attention à tes petites vidéos drôles là. C'est pour ça que je les relis avant de les Moi j'oublie un S, je suis mort. À chaque fois que je mets une story, j'oublie un S. Maintenant je fais relire par ChatGPT. Maintenant je fais relire par ChatGPT, il me corrige le texte. Mais juste tu vois une faute d'orthographe, t'es à cheval dessus, tu vois. C'est dessus. Bon, dernier sujet pour le MMA, après on passera sur après le je sol. me lève et je pars. Hein. Non, reste là, Vika. Bon, sujet qui a beaucoup fait parler. Aspinal, Cyril Gane. Bon, j'ai surfé sur la vague. T'avais fait une vidéo, non, avec un pansement et tout. Bon, on n'en sait pas trop. Enfin, ça parle d'opération. Pour Aspinal, t'en sais un peu plus, toi, Mika? Non, j'en sais pas plus. Après, c'est là encore une fois trop difficile de juger parce que si ça se trouve il l'a vraiment pris le doigt dans l'œil, ça lui a fait mal, ça se trouve il s'en est servi peut-être comme une porte de secours et aussi peut-être que ça l'a pas tant gêné que ça mais que ça l'a gêné quand même et qu'il s'est dit mais attendez, moi j'ai un combat hyper difficile avec des millions d'euros potentiels en jeu, c'est ma legacy entre guillemets, c'est mon héritage là que je suis en train de jouer. Tu parles anglais? Moi je veux pas combattre à 90%, je veux être à 100% de moi pour faire ce combat.
Et donc, du coup, il a décidé de pas combattre. Et aujourd'hui, il semblerait, de ce qui se dit, que s'il s'est fait opérer quand même, j'imagine que c'est soit qu'il traînait déjà des choses, soit on aura... En fait, c'est soit on a le bon soupçon et on se dit, vite, on veut revoir Aspinall, Cyril Gane 2, soit on spécule, et on se dit, ouais, non, il ment pas, et on ne saura jamais de toute manière. Donc, on va rester sur notre fin. Ouais, ça a donc, beaucoup fait parler. Le top du top, pour nous, Français, c'est de se dire que celui qui aurait possiblement pris la porte de sortie, c'est Aspinall et pas Gane. Et dans ce début de combat, on avait un Cyril Gane que j'ai trouvé très bon. Ça, on savait dans la gestion des distances et tout. Ouais. Dans sa manière de communiquer, il a été totalement différent. Je crois que le clan Lopez et Factory, le fait que ce soit quand même moins été sous le feu des projecteurs pendant 1 ou 2 ans, ça lui a permis aussi peut-être de repenser un peu différemment la manière des choses. Le fait qu'il soit parti à Abu Dhabi, etc., a dû faire du bien, quoi qu'on en dise. Ça a changé l'environnement de travail de Cyril Gane. Il a trouvé des partenaires, j'imagine, de plus grande qualité, dans des lieux dans lesquels il pouvait évoluer, dans peut-être plus d'infrastructures, des meilleures infrastructures. Et en tout cas, ça leur a donné plus que raison, puisque la Fight Week a été entièrement maîtrisée. Je pense toujours à Cyril qui arrive avec la tenue traditionnelle. Il l'avait gagné, la Fight Week, Cyril. La bataille de la communication, il l'avait gagné. Sur le combat, il avait une aisance très bonne shape. Ouais, donc, la shape, j'allais te dire. Donc je pense que c'était énorme. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que sa performance fait que que ce soit lui ou Nassour, possiblement l'année prochaine avec lui, Nassour et Manon, on a 3 ceintures à l'UFC quand même. Donc c'est assez ouf et c'est ce que je retiendrai de ce combat. En tout cas, c'est plus que le doigt dans l'œil, je retiendrai que on a un Cyril Gane possiblement 2.0. Après, c'est frustrant pour nous. Je sais pas si toi t'as regardé le combat. Si, j'ai regardé. C'est frustrant. T'attends le combat, tu te dis, tu le vois, il est en pleine forme. Tu te dis, il peut le faire. Et puis, boum, t'es interrompu. Voilà. Donc forcément, tout le monde au début, moi le premier, je me suis dit, il simule parce que c'est juste les émotions, tu vois, qui parlent. Et après, tu te dis, non, en fait, il a peut-être quand même. Voilà. Oui, en fait, ce qui est ouf en plus, c'est que tu sais, il y a les 2 doigts qui rentrent et le doigt qui est le moins rentré, c'est l'œil dans lequel il se plaint. Mais ça veut rien dire aussi, tu vois, parce que on n'est pas dans son corps en fait. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'on ne saura jamais. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que ce premier round, je trouvais qu'on avait un Cyril Gane qui, comme d'habitude, de toute manière, au premier round, il est toujours très à l'aise avec les distances et tout. Et ça marchait plutôt bien. C'était un bon teasing. Ouais. On a hâte. Il nous a hypé pour la partie 2, du coup. On espère qu'elle va arriver. Et puis vraiment, il a changé dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'être. Peut-être moins bisounours, plus je vais chercher cette ceinture. Je pense qu'il a aussi compris qu'il ne combattait pas que pour lui. Il y avait la France derrière. Même si un athlète, c'est lui, c'est sa performance, etc. Je pense qu'il a compris que le public français était derrière lui. Chose qu'il n'avait pas forcément compris quand il affrontait John Jones. Je pense qu'ils n'avaient pas pris l'ampleur de ce que ça représentait pour le public français. Et là, je pense qu'ils l'ont mieux compris, en tout cas mieux géré. John Jones, le GOAT ou pas? Moi, j'ai du mal à dire le GOAT du fait de ses problèmes de dopage. Voilà. Mais après, est-ce que c'est pas le combattant le plus redoutable du MMA? Techniquement, c'était quelque chose. Techniquement, il nous a montré toutes les phases du MMA possible. C'est ça. En fait, il a innové. Exactement, il nous a sorti des... C'était fou, mais oui, effectivement, il se fait attraper tellement de fois. Puis voilà. Il y a un personnage mauvais derrière aussi. Ouais, c'est ça. Après, c'est... À l'époque. On en parlait encore maintenant, les déboires dans la vie de tous les jours et tout. Après, c'est un peu le quotidien de Flo, tu sais. Tu vois la taille de son nez, imagine ce qu'il peut mettre dedans. Je te gère. Non, mais on en parlait à la salle mardi. C'est vrai que les très grands champions comme ça, souvent, c'est des mecs torturés, quoi. Ils ont des addictions, c'est ce qui aussi en fait, entre guillemets, le charme. Tu vois, c'est que tu t'attaches un peu au personnage. On s'habitue à la mauvaise chose, c'est ça qui est pas bon aussi. C'est vrai. Après, je suis persuadé que quand on est combattant, tous les grands combattants sont rarement... Il y a toujours un truc. Je pense qu'il y a quand même un dénominateur commun. Comme tu es un très grand combattant, c'est quoi ton petit truc Non, mais moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu un petit côté... j'ai toujours été un peu dans la bagarre, etc. Après, plutôt le MMA m'a fait que ça m'a apaisé dans ma vie extérieure. Mais c'est quand même un sport...
si on prend un peu de recul, c'est un sport violent. Ah ouais, même si c'est une violence qui est ultra codifiée. Et on est dans une société violente. Aujourd'hui, tu regardes un débat télévisé, c'est d'une violence de fou, tu vois. Tu regardes le football, c'est violent. Mais nous, on a la chance d'être dans une violence codifiée et plus ou moins équitable. C'est-à-dire que tu affrontes un gars, plus ou moins de ton gabarit, etc., etc. Mais c'est quand même dingue de se dire que tous les jours, tu vas t'entraîner, tu souffres, tu perds du poids, tu vas pour faire mal à quelqu'un, entre guillemets, le gars te fait mal. Ça traduit quelque chose. Pour endurer ça tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui te motive au-delà de ça. Et souvent, cette énergie, tu vas la chercher dans quelque chose qui ne peut pas être... si tu es parfaitement équilibré, tu ne vas pas chercher ça. En tout cas, une épreuve. J'imagine que tous, on a plus ou moins une épreuve ou quelque chose, un rapport qui fait que ça semble assez logique comme ça, mais ça ne l'est pas. Si on creuse un peu... Et je pense que même si tu regardes bien, moi j'ai un combattant, c'est David Beer par exemple. C'est un ami à moi, d'une gentillesse incroyable. Il est super fort. À l'entraînement, vraiment, il est super fort. Et il avait largement le niveau UFC. Mais en combat, il n'y avait pas ce côté presque, j'ai pas envie de dire méchant, mais c'est quelqu'un qui était trop gentil pour vouloir vraiment, être au très très haut niveau. Et pourtant, il a été au niveau. Et il a un niveau du très très haut niveau. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas ce côté... méchant, ouais. Ouais, il a pas le côté... En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à être dans cette violence où... C'est quelqu'un qui a du mal à faire mal, entre guillemets. Et je pense que les plus grands champions sont des gens qui ont accepté ça et qui ont qu'à mal à distribuer entre guillemets, leur violence. Jamais fait de MMA, là. Non, mais je réfléchissais parce que c'est assez intéressant. Ça me fait penser aussi aux artistes, aux très grands artistes, où il y a toujours une part, je ne vais pas dire sombre, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils sont drivés vers ça et qu'ils y arrivent comme les grands champions. Il y a comme si se perdre dans l'art ou dans le sport leur permettait d'échapper à quelque chose. Et c'est après, ils réussissent. Et par exemple, quelqu'un qui est bien équilibré, il aura du mal à sacrifier sa vie, son temps, son quotidien pour atteindre le haut niveau. Mais en disant ça, je pense, après je ne connais pas du tout, mais Georges Saint-Pierre a l'air d'être quelqu'un de plutôt stable. Ouais, mais c'était quelqu'un, quand il était petit, par exemple, il a été victime d'harcèlement scolaire, etc. Tu vois, je pense que tu nourris... Il y a toujours quelque chose que tu nourris, soit d'une épreuve, soit d'une expérience... ça peut être familial, extra-familial, peu importe, mais il y a tout le temps, à mon avis, tu nourris quelque chose soit d'un manque, soit d'une expérience. Donc cette fin, elle va jouer alors sur tes compétences, etc. Après, c'est plus les gens... Quand il t'arrive quelque chose ou tu as subi quelque chose, si tu utilises comme une ressource. Tu utilises comme une ressource. C'est toujours soit tu es résilient et tu vas au-dessus, soit tu l'es moins et ça te fout droit. Mais parfois, ça te fait exploser, Mais dans le sport, il y a je pense qu'il y a... Nous, on parle toujours du sport avec le côté vertueux, c'est-à-dire les grands champions. Et même ceux qui contre-performent sont des champions, parce qu'on parle déjà d'eux. Mais il faut voir tous ceux qui n'y arrivent pas, les pauvres. Eux, c'est double sanction, c'est double peine. Le mal qu'ils se font à leur corps. C'est ça que je te dis, c'est triple peine, tu vois. Ils se violentent le corps, l'esprit, et ils réussissent pas. Et en plus, ils réussissent pas. C'est ce que... Donc là aussi, suivi psychologique. Non, mais je pense que tu te mets dans une salle, une section MMA Île-de-France, tu te spécialises là-dedans. Il y a moyen que la sécurité sociale puisse te faire un bon chèque. Tu veux nous parler de tonton Jean-Claude, ce qu'il te faisait à Noël. C'est d'une brutalité, en fait, quand tu nourris des rêves en fait qui viennent peut-être de traumatismes et quand tu y arrives après je sais pas si c'est que des traumatismes hein, mais en tout cas ça des preuves il y a quelque chose, une source qui te pousse, qui te stimule un peu plus qu'une autre, tu vois. C'est obligatoire, et d'ailleurs beaucoup de mecs qui sont très équilibrés et tout à un moment donné ils disent ou à un moment donné dans leur vie, quand il y a un point de bascule qu'ils disent non, je suis trop apaisé maintenant pour c'est vrai, pour entre guillemets accepter de souffrir et pour avoir des enfants comme exactement, ça. Il y a ce truc là où c'est bon, maintenant je suis apaisé. Je pense même à Duquesnoy qui lui il a complètement basculé du jour au lendemain. C'était un compétiteur qui était très prometteur. Qui était franchement prometteur. Il s'est flirté au haut niveau, etc. En allant à l'UFC, voire au très haut niveau, il a vu que c'était compliqué, etc. Et à un moment donné, il a senti qu'il n'était plus en mesure de faire les sacrifices pour continuer à évoluer. Et il a dit, je me suis dirigé ailleurs, dans une autre voie. Topuria, du coup, c'est un peu un extraterrestre, j'ai l'impression. On ne connaît pas sa vie, mais c'est pour ça qu'il a grandi dans quelque chose où tout est beau, tout est... Tsarukian ou Topuria?
Comment? C'est Tsarukian ou Topuria? Mais c'est lequel déjà? C'est Tsarukian, je pense, qui est super riche en tout cas. Topuria, je l'ignorais si c'est le cas. Non, c'est Tsarukian. Peut-être des trucs à prouver vis-à-vis de son père qui est riche, c'est ça? Peut-être des trucs à prouver, tu vois, prendre sa place, peut-être qu'il était considéré comme le moins que rien. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose à chaque fois, tu vois, mais je vois pas comment quand t'es parfaitement équilibré, tu dis allez hop. Tu m'infliges une... Allez hop, arrache photo. Parce que le sport de combat, c'est tu regardes même les combattants, tu regardes moi le premier, tu regardes nos visages à 18 ans et nos visages à un certain âge, on est quand même marqué par les combats. Tu restes très beau. Oui, mais ça fait ton charme. Ouais, ça c'est la pire des phrases, ça. Non, où les gens qui ne connaissent pas, tu sais, ils disent de la boxe. Et tu sais, ils pensent qu'ils ont... Et toi, dans ta tête, tu dis, ah ouais, c'est sûr, il a vu cassé. C'est le pire compliment qu'on peut faire. Moi, j'en ai jamais voulu une oreille comme ça et tout. Bah alors, le pire, c'est, imagine, j'ai pas fait de boxe, tu vois. Je me dis, ça serait pire, tu vois. De la boxe. Non, même pas. Tu vois, moi qui est éducateur, des fois, des jeunes, des petits, ils me disent, ah, t'es malade, t'as une maladie. Tu vois, c'est des trucs, ça m'affecte un petit peu. T'es sûr que c'est à cause des oreilles? Ouais, un peu tout, tu connais. Non, mais le nez un peu tordu le soir, tu te mouches 10 fois avant de t'endormir, tu cherches comment respirer et tout. C'est des trucs, pour rien au monde, j'aurais voulu ça. Mais ça fait partie du sport. Alors toi, je sais pas comment tu respires. Bah moi, c'est fini. Moi, je survis maintenant. Il met ça, il a sa bouteille. Comme les petits vieux. Non, franchement, ça, c'est pour rien au final. On n'a même pas gagné 1 euro pour une oreille au chou-fleur, un nez tordu. La passion. La passion, c'est ça. Ouais, les expériences. Hein. Ouais, exactement, c'est ce qu'il faut se nourrir de ça. Petite vie, tu vois. C'est le voyage. Hein. On parle un peu grappling? Allez, let's go. Le plus gros événement qu'il y a eu, on va dire, dans l'année, hormis les Worlds et compagnie, c'est le CGI 2. Craig Jones, qui fait le spectacle. On va parler de lui aussi sur les réseaux. L'image qu'il donne, je sais pas si tu vois qui c'est, Craig Jones. Si, je vois. Bah, il entraîne John Jones. Enfin, il s'entraîne avec John Jones. Il avait entraîné, il avait entraîné l'adversaire de Islam. C'était ça, non, juste avant qu'il a pris là. C'était qui? DDP, c'est ça? Avec Duplessis aussi? Non, pas Duplessis. Non, celui qui a le nez arraché. Il a fait que de la quelque chose. Ouais, de la Madela. Ouais, de la Madela. Oui, voilà. En plus, moi, si vous comptez sur moi pour les noms, sachez que je suis un écorcheur professionnel ça va. de nom de famille. Donc, Craig Jones, qui est un petit peu maintenant l'image fun, mais en même temps, le mec, c'est un athlète hors norme dans ce qu'il a fait. CGI 1, qui était, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Le 2, je sais pas si t'as regardé. Oui, non. T'as pas trop regardé. Ouais, tu regardes pas vraiment les combats? Même les prénoms et tout dans notre discipline, c'est les petits jeunes qui me montrent et tout, qui me hype par des choses. Mais Craig Jones, ils m'ont fait regarder quand il faisait les tournois là, avec son équipe de 5. Là. Ouais, et Quintet. Ouais, laisse tomber. Ouais, machine. Donc là, CGI, pour que tout le monde ait le contexte, il a organisé un tournoi géant avec 1 million d'euros par personne dans l'équipe gagnante. Et le problème qu'il y a eu dans cette 2e édition, je trouve, c'est que l'enjeu était tellement important que ça a bloqué, il se passait rien, ça a été d'un ennui mais mortel. Alors que la première, ça a été, il y avait un côté fun où ça envoyait dans tous les sens avec les Rutolo et compagnie. En plus, il avait pris des profils qui envoyaient beaucoup. Et là, on s'attendait, forcément, le 2e, il y avait une grosse hype. Et moi j'ai été un peu déçu pour cette 2e. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion de regarder un petit peu sur YouTube. Effectivement, c'est des combats, je trouve, ennuyants, la plupart. C'était ennuyant, mais la plupart. La démarche était. La démarche est incroyable. Et toujours le spectacle de Craig Jones qui prend Rashad Evans, ancien UFC, et qui l'endort sur son buggy shock, pour s'amuser, cet enfoiré. Et pour rappeler, il avait pris Gabi Garcia au premier, donc combat contre une femme, c'est la première fois que ça se faisait. Oui, je l'avais vu, il avait fait tout un buzz autour de ça, il disait qu'il voulait l'épouser, il l'avait embrassé même pendant elle avait mal pris, bon bref. Et ça avait donné tout un spectacle. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un personnage comme ça dans le grappling ou dans le JJB pour un peu fun, pour faire un peu connaître encore plus notre sport? Bien sûr. Dans chaque discipline, il en faut des mecs comme ça. Ouais, c'est des porte-drapeaux. Exact. C'est comme vos vidéos, en fait. Ça démocratise un peu, ça rend le truc un peu plus fun. En tout cas, moi, de ma fenêtre, qui ne suis pas autant dans le JJB, dans les sports de combat que vous, je trouve ça important
c'est la porte d'entrée en fait vers des disciplines qui sont vraiment intéressantes pour tout le monde. Et ça amène le sport différemment, je trouve. Tu vois, il y en a des fois, on reçoit des petits messages de personnes. Ah ouais, toi, tu m'as donné envie de faire du grappling, du JB. Parce que tu as vu, ton approche, elle est stylée et tout. Et je pense que les gens comme ça, ils mettent de la lumière. Et c'est pour ça que nos salles, ils sont remplis d'adhérents. Ouais. Et ils kiffent. Ils disent, putain, mais c'est quoi ces techniques de fou, les buggy choke, on connaissait même pas ça il y a 5 ans. C'est le nouveau style. Ouais, il a démocratisé un nouveau style. Ouais. Tu vois, ils ont sorti j'ai l'impression, là, des techniques, là, en 5 ans. On dirait qu'on a acheté un nouveau catalogue, carrément. Ouais, il a ressorti des anciennes choses qui, lui, il a mis à jour. Après, c'est quelqu'un... il va loin. Tu vois, nous, on fait des trucs un peu drôles. Lui, il va très, très loin. Je sais pas si t'as vu un peu déjà ses vidéos, Mika. Il se filme, il est en string... Il s'est fait tatouer ses pieds. Il s'est fait tatouer ses pieds. Fuck you en dessous des pieds. Il est très rock'n'roll. Très rock'n'roll. Je vois pas. Mais après, moi, je pense qu'en France, on souffre déjà de... Le sport, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui on doit citer 5 athlètes, nos meilleurs athlètes de grappleurs en France, c'est vrai. Qui sait répondre à ça? On en connaît, nous, parce qu'on fait. Mais qui répond qui sont, pound for pound, les 5 plus gros athlètes là, français actuellement en grappling? Je pense qu'il y a Anthony. Anthony qui? De Oliveira, ouais. Reda. En grappling, JJB, que grappling. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. C'est vrai que ça va. Ouais. Non, mais et en fait, le problème, c'est deuxième chose, il n'y a pas de gars-là qui les font s'affronter. Et donc, les gars, ils prennent pas la parole. Donc, en fait, c'est un sport qui est pas mis en lumière. Il n'y a pas de côté spectacle, show. Et malheureusement, c'est un peu en ça que c'est difficile. C'est qu'on n'arrive pas, entre guillemets, le grand public, à s'identifier, entre guillemets, ou à suivre la carrière d'un champion. Mais c'est vrai que ça a freiné les événements, comme tu dis, là, les galas et tout. Avant, il y en avait beaucoup, hein. Comme il y a les teams qui s'affrontaient, les Supreme League. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus trop ça. Il n'y a plus trop ça. Alors que c'était super stylé, ça ramenait là du monde. Et je pense que ça, tu mets un petit média... Je pense que c'est aussi une grosse perte financière pour ceux qui... Ah ouais, Parce que c'est un peu niche. Bah ouais, il n'y a personne qui vient. Puis les gens, tu leur dis c'est 20-30 euros, et de suite, ils vont te dire non. C'est ça. Ouais. Et puis je me demande si c'est malheureux, mais ça n'encourage pas, en fait. Est-ce que l'athlète de grappling, JB, vit de ça non. En France? Clairement, non. Si tu veux en vivre, il faut faire des cours, faire des stages. Ou les réseaux. Sur le réseau. Les réseaux. C'est malheureux, mais tu vis pas de juste aller combattre. Voilà. Ça, c'est dans ce sport. Mais les athlètes et c'est même pas en France aussi, attention. Hein. C'est même pas en France, c'est international. Les athlètes MMA, en réalité, ils se comptent. Il y en a pas beaucoup. Il y a des gars qui vivent très très bien du MMA actuellement en France. D'autres qui arrivent à survivre, c'est-à-dire juste tu payes ton loyer, tu manges et tu fais attention vraiment à ce que tu t'achètes. Et les autres... c'est la galère. Et ça paye déjà, je pense, plus que en grappling, et JJB. Donc, Mais même judo, nous, c'est un sport quand même en France qui est médaillé, très développé. La plupart, ils travaillent à mi-temps, les mecs. Ah bah oui. Mais c'est délirant quand ils pensent. Les mecs qui représentent... Et en fait, c'est ça que, tu vois, surtout le judo, c'est un bon exemple parce que on a tous Teddy Riner quand on pense judo. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi aussi le judo, il n'accepte pas... On sait que c'est un sport, un art martial, où tu as le côté art martial, avec toute la codification autour du judo, le respect, le tatami, etc., etc. Mais pourquoi ne pas accepter d'en faire des shows, des événements? C'est-à-dire que tu as les compétitions fédérales qui sont organisées dans le cadre de championnat de France, championnat du monde, d'Europe, etc., etc., et jusqu'au JO, le Graal. Pourquoi ils n'acceptent pas de faire type une soirée judo avec peut-être changer un peu le format du tatami, de sortir du code couleur jaune-rouge avec pourquoi pas mettre... Et en fait, pourquoi... là, tu touches à quelque chose. Je sais, mais si tu touches pas, si tu acceptes de ne pas toucher à ça, ça sera toujours considéré comme un peu, je suis désolé, ringard. Si tu n'acceptes pas de modifier un peu les règles, si quand tu vas au sol, tout de suite, on relève au bout de 10 secondes, 15 secondes, si tu mets pas un peu le côté hybride judo, jujitsuka, c'est-à-dire, moi, je veux bien, je suis un jujitsuka professionnel, vas-y, j'affronte un judoka, il m'amène au sol, mais derrière, je peux garder... c'est là où on va réussir à recréer peut-être quelque chose qui va dire, regarde, et tant que tu crées pas des histoires autour de ces sports, c'est compliqué, encore une fois, juste
de gagner sa vie parce qu'ils sont présents que sur le championnat de France, et encore ça, on n'en parle même plus quasiment. Championnat d'Europe, un peu. Et bon, quand il y a les JO, ça explose. Les grands slams. Et en fait, ce qui manque, selon moi, c'est vraiment ça, c'est de mettre ces sports et d'accepter d'en faire un peu un sport spectacle. Mais à qui de faire ça au grand public. Mais mais qui doit organiser ça? Parce que ça, c'est un événement, c'est privé. C'est toujours... Voilà, c'est ça. Il faudrait trouver un c'est toujours qui organise... Mais c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. S'il regarde le podcast... Et en grappling, moi, je suis sûr qu'en grappling, en France, actuellement... il y a grave moyen de faire une compète de grappling, genre où tu changes un peu la format du tatami, pourquoi pas faire dans une coupole, peu importe, il y a 1000 solutions. Et c'est surtout qu'aujourd'hui en grappling, ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux mettre je dis une bêtise, un prof de grappling d'une académie face à un autre. Déjà, ça peut créer une petite tension. Tu vois, je vois bien un Flo contre Jules Cefao, par exemple. Vous vous affrontez en grappe, vas-y. Tu fais venir un combattant MMA contre un mec du grappling. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à mon avis, sur une soirée, les gens, ils acceptent de payer 25 balles. Pourquoi? Ou 30 balles parce que t'as un combattant qui était un peu connu ou autre, qui est en cours de carrière. En plus, il est en contrat à l'UFC, mais il a droit, par exemple, de combattre à l'UFC, oui, mais si c'est un événement de grappling, souvent ils peuvent, par exemple. Tu vois, ça crée des choses. Mais par contre, effectivement, il faut un investisseur. Il faut quelqu'un qui accepte de prendre le risque et qui soit en perte sur 4-5 événements. Ça, il faudrait des structures privées, parce que... c'est ça. On l'a vu, il y a des fédérations, des fois, ils bloquent des événements. Mais encore, s'il n'y a pas de grand nom dans la discipline. Parce que là, on avait du mal à trouver 5 personnes en France qui performent. Mais avec les académies, tu peux créer un peu de storytelling. Ouais, ça va vite. Si tu viens chercher, par exemple, je sais pas, je te dis carrément pourquoi on ne mettrait pas Nicolas Haute face à Flo. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais dans une KT, tu dis tiens, Nicolas, et c'est du grappling, donc il n'y a pas non plus. Tu vois ce que je veux dire. Et là, tu arrives à créer quelque chose. Là, tu peux créer. Tu peux vendre du ticket. Il y a de quoi vendre du ticket. Il faut voir, c'est que CGI, c'est là où il a fait fort. C'est que c'était gratuit sur YouTube. C'est toujours d'ailleurs. Et en fait, il a réussi à faire de l'argent avec tous les. Mais je crois qu'il a un investisseur. Tous les sponsors. Il avait un investisseur. Il y avait un investisseur, mais ils ont récupéré l'argent. Je sais pas la totalité, je sais pas, mais avec les sponsors qui eux ont allumé parce qu'ils savaient que ça allait être vu. Elle a été vu plusieurs millions de fois là, tu vois. Donc c'est fort. Et tu payais aussi si tu voulais être sur place. Là, tu payais par contre gros tarif. C'était pas 20 € l'entrée, tu vois. C'était surtout le fait de... on te fait regarder ça gratuitement. Et lui, il a fait ça à la base pour contrecarrer la DCC. Voilà. Ce qu'il disait, que c'était un peu... Voilà, il n'est pas trop fan de la DCC et de tout ça. Donc, il a fait exprès de le faire à la même date. La DCC, pour le voir, il faut payer... c'est sur Flow Grappling, il me semble. Donc, il faut payer un abonnement. Il a fait exprès. Il a dit, je vais faire couler, entre guillemets, la DCC pour les embêter. Et il a réussi, hein, en tout cas sur le premier. Les gens ont regardé le CGI, tu vois. C'est gratuit, c'est sur YouTube. En plus, t'avais des combats de fous. C'est vrai. Mais ouais, sacré personnage. Et un truc quand même qui me dérange avec lui, c'est qu'il arrive quand même à je crois qu'il a quasiment 1 million d'abonnés. Il est très très suivi dans le monde. Et il assume qu'il prend des stéroïdes. Et il en parle comme s'il prenait des vitamines. Et je trouve que quand tu as autant de followers, il faut faire attention à ce que tu dis et l'impact que ça peut avoir. C'est un sujet aussi que j'ai noté, on va en parler. On a déjà beaucoup de problèmes dans notre sport avec le dopage. Si en plus, tu as les grosses figures qui commencent à dire « mais c'est normal après 30 ans de prendre des stéroïdes, sinon vous tenez plus le coup », je trouve que on rentre dans une boucle là où en fait on va jamais en sortir. Il n'y a pas de contrôle déjà dans notre sport, surtout en master. Non mais c'est vrai, moi, depuis que je suis en master, j'ai jamais vu autant de mecs, je le vois, je les ai dans les mains, je dis il y a un problème, les types, il n'y a aucune fatigue, il n'y a aucune... surtout ils fatiguent pas en fait les types. Ils te font 5 minutes à fond, ils respirent avec le nez. C'est pas normal, tu vois. C'est pas comme si j'étais pas en forme physiquement. Tu vois, en face, tu sens quand même qu'il y a un problème. Pas tous, évidemment, mais on le sait. La plupart qui gagnent, on le sait. Les mecs sont déjà fait gauler, etc. Donc voilà, je trouve que c'est quand même dangereux quand t'as 1 million de followers de dire prenez des stéroïdes. Ça vous fera du bien. En plus à ça. C'est pas qu'il incite, c'est qu'il dit clairement, moi j'en prends, ça me fait du bien. Je crois que en fait, ce qu'il prend, c'est un acide. C'est plus médical, c'est de la TRT, c'est le remplacement de testostérone. Donc c'est sur un protocole. TRT, je dis stéroïdes. Et c'est pas du dopage à proprement parler, mais c'est pour passer un certain âge, continuer à produire. Ça reste du dopage, non, c'est tout ce qu'ils appellent rééquilibrage, c'est du dopage. Voilà. Le rééquilibrage, faut pas. Ils prennent des produits qui sont pas autorisés.
dans une compétition pour le sport. Rester juste en dessous c'est ce qu'ils appellent le rééquilibrage, mais après là carrément c'est du dopage pur et dur. Mais lui il fait plus de compétition, donc en fait il peut. Oui, bien sûr, mais justement, quand tu as cette image-là, aujourd'hui tout le monde, enfin tu vois. Non, mais on va faire autre chose. Il fume des joints, il se fait masser. Oui, alors non, mais lui il est sans limite, il a des trucs. Il est hardcore, mais voilà, je trouve ça un peu dur et du coup dopage dans notre sport. Toi, tu vas plus en compétition. Si, j'ai connu ça quand j'ai fait les... parce que même tu vas à l'Open de Meudon, je rigole pas, il y a des mecs qui sont sous-produits. J'ai connu ça quand j'ai fait les Europes UWW en Roumanie. Ok, donc c'est la fédé de lutte à l'époque. De lutte avec la FFL à l'époque. Je suis tombé contre un Russe en demi-finale. Ouais. Oh là là, un caillou. Ouais. Je ne pouvais rien faire. Et quand il a enlevé son rash guard, j'ai vu une calculette derrière son dos, paf, que des points. Je me suis dit, il y avait plein de boutons, c'est ça ? Ouais, ça souvent c'est quand même signe. C'est souvent signe de... Après, ça prouve pas non plus à 100%. Ouais, ça prouve pas, mais... Ouais. Tu te dis quand même... Il faut des tests. Souvent, c'est le visage, c'est machin un peu carré, mais en vrai... Même les mecs, ils ont des mentons comme ça. Mais après, tu vois, ça, il y a que les tests. Et moi, ce qui me fait rire, c'est tout le temps ceux qui disent, tu crois qu'à l'UFC, ils se dopent pas. Tu vois, genre, c'est le premier truc qu'on te dit, tu vois. Mais tu crois que les champions à l'UFC, ils se dopent pas. Peut-être. Mais c'est pas mon problème. Moi, je m'en fiche, tu vois. C'est que tout le monde ne doit pas se doter. Pourquoi ? Parce que c'est des problèmes sanitaires, dans le sens où même si tu fais ça de la meilleure des moyens, il y a toujours un risque pour la santé. Et le risque pour la santé, on n'est pas tous prêts à le prendre. Donc voilà pourquoi le dopage est interdit. Il faut juste rappeler pourquoi on interdit le dopage. C'est parce que ça représente un risque pour la santé sur le long terme. C'est juste pour ça. Hein. C'est pas... Et donc, du coup, si c'est interdit, c'est du dopage et tout le monde doit s'y plier. Et je suis pour... Franchement, ça, pour le dopage, j'ai toujours été qu'on fasse les contrôles inopinés lors des préparations, pas que pendant les événements sportifs. Pendant les événements sportifs, que les listes soient affichées clairement sur les trucs de fédération, etc. Et qu'il y ait des sanctions lourdes. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus injuste dans le sport, c'est ça, quoi. Parce que tu as un mec qui fait le choix d'être clean, l'autre de ne pas l'être. Et après, tu as toujours ceux qui comprennent rien, qui disent « Oui, mais tout le monde se dope. » Et moi, par exemple, je serais incapable de dire, même si j'ai des doutes sur certains combattants français ou autres, je serais incapable de dire « Ouais, ils se dopent pas » parce que je ne l'ai pas vu faire. Bien sûr. Maintenant, j'ai mes doutes, ça m'appartient, mais je suis incapable de le dire. Et je trouve qu'en France, même si c'est très bien déjà par rapport à d'autres pays dans lesquels j'ai combattu, etc., où il n'y avait strictement rien, en France, quasiment à chaque fois que j'ai combattu, moi, j'ai été testé. Pays de l'Est, là, c'est l'enfer, non ? Moi, j'ai toujours été testé quasiment en France quand j'ai combattu. Sauf le dernier, là, contre Amine. Sinon, j'ai toujours été testé. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais j'aurais aimé, tu vois, que des fois, toc, 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 ça va dans les salles d'entraînement. Tu vois, on les connaît, les plannings. Et tout le monde. Est-ce que ça coûte pas cher ? C'est moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Ça coûte cher, les tests. Peut-être que ça coûte cher. Ouais. Alors, mettons des amendes à ceux qui se font attraper. Ouais, pour récupérer. Je pense, vous... Ou au club, même au club. Parce que ça va responsabiliser le club. Alors là, je les vois déjà bondir sur leur siège, les entraîneurs, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Mais justement, peut-être que, tu vois, ça va commencer à faire ouvrir les yeux même au coach pour que tout le monde se fédère pour aller dans le bon sens. Parce que ça, je trouve vraiment que c'est gravissime. Vraiment, pour le sport, c'est gravissime. Et nous, c'est pas une belle plus chose. complexe encore. Bah ouais, parce qu'on s'inscrit 3 jours avant la compète. Mais vous avez, si vous êtes vous avez quoi qu'il arrive une licence. C'est une licence, ouais. Bah donc à l'année. C'est sûr. Non, mais dès lors que t'es licencié, c'est une entreprise privée. IBJF, tu vois, celle qui fait les plus grosses compétitions, c'est une entreprise privée qui de temps en temps attrape un gars ou deux, le montre en disant regardez, on le suspend 1 an. Le mec, il a rien à foutre, il va dans une autre fédé, il revient 1 an après. C'est toujours la même chose. Et les masters, il y a 0 contrôle. Et c'est là où il y a le plus de dopés en plus, parce que les mecs, ils se disent, c'est bon, j'ai la trentaine, elle est passée, ma testo, elle est peut-être en train de descendre, je vais prendre des produits, je vais prendre ci. Et les types, ils carburent à 40 ans, ils ont un physique, tu te dis, mais à 25 ans, ils n'étaient pas comme ça, c'est bizarre, tu vois. Et bon, et du coup, moi, je trouve ça hyper injuste, moi, en tant qu'athlète propre. Non, mais d'aller affronter, tu vois, des gars qui racontent ces histoires, je peux te dire que non, mais tu vois, d'aller te taper avec des gars, c'est complètement injuste, quoi.
Ouais, et après, tu te remets en question, surtout si tu te fais laver un petit peu ou rouler dessus, tu te dis putain, ouais, j'ai fait quoi? Tu vois, c'est un grave. Il faut qu'il y ait un pied d'égalité, soit tout le monde est dopé, soit. Ouais, sinon, fais des compètes, on autorise vous doper. Ouais, comme les bodybuilders. Ouais, voilà, c'est ça, Nati. Je crois qu'il y a des compètes où les gars sont testés, et t'as des compètes où les gars, ils veulent mourir à 40 ans, et qu'ils fassent le choix de mourir à 40 ans. Et qui a la charge des contrôles? Par exemple, là, pour toi, c'est la Fédé de MMA qui prend l'agence. C'est qui maintenant? Ah non, l'USADA, ça c'est aux États-Unis. Ouais, c'était. Mais même en France, c'est la FLD. FLD. Et en gros, c'est une agence. Qui est indépendante. Je crois même que c'est une agence de l'État. Hein. Il me semble que c'est de l'État. Il me semble. Et eux, ils interviennent. Et moi, franchement, en plus, c'est bien fait, leur truc. Hein. Dès que tu sors du combat, ils te prennent. Mais voilà, c'est le jour du combat. Et moi, je m'interroge de pourquoi on ne fait pas ça de manière inopinée. Allez hop, on arrive à la salle d'entraînement. Ça existe de manière inopinée, non? L'UFC fait ça, par exemple, avec ses athlètes qui sont sous contrat à l'UFC. Ils sont avec une agence. Et leur agence, ils font toc, toc, toc. Par exemple, je dis William Gomis parce que je sais qu'il a été testé plein de fois et que c'est toujours sorti négatif. C'est pour ça que je le cite. Et donc, du coup, lui, William, il donne son emploi du temps sur le site de l'UFC. Il doit vraiment donner son emploi du temps. Et eux, à tout moment, ils peuvent venir. Ça veut dire que même quand ils voyagent, il dit là, je suis en Thaïlande 2 semaines et tout. Okay, et ils peuvent aller en Thaïlande, dire toc, toc, toc. Et là, ils le prennent et voilà quoi. Et ils le testent. Donc ça, l'UFC, ils sont Et qui fait le test? C'est une agence indépendante de l'UFC? C'est une agence indépendante de l'UFC. Mais maintenant, l'UFC, ils étaient en guerre, il me semble, avec... à l'époque, c'était l'USADA, parce que l'USADA, très indépendant, et ont, entre guillemets, vraiment fait le choix de tester qui voulait, etc. L'UFC était pas trop content parce qu'ils auraient préféré avoir un peu la main sur qui était testé, comment, est-ce qu'on rendait, est-ce qu'on prenait une sanction disciplinaire ou pas. Et en gros, là, ils ont repris une autre agence et je crois qu'ils ont un peu plus de contrôle sur l'agence en disant attention, lui, il nous rapporte beaucoup d'argent. Ouais, voilà. Le problème, c'est ça aussi. Oui, mais c'est pour ça que nous, en France, c'est pas le cas. En France, c'est la FLD, il me semble, et que c'est totalement indépendant des organisations. C'est la même organe qui contrôle le football américain, non? Je sais pas. On sait qu'il y a des gros problèmes là aussi. Ah bah ouais, en football américain, là-bas, c'est... Avec ce massacre, ils sont complètement... Bah, il y a eu un film et tout qui a été fait là-dessus. Mais ils ont des séquelles, ouais. Grappling va-t-il remplacer le jiu-jitsu? On le voit, là, ça explose depuis 3-4 ans, depuis que le MMA a été légalisé en France. Les salles de grappling sont pleines à craquer, mais partout en France. Tu ouvres un petit club, je pense à BJ Molietz. C'est vrai, ils sont 1200 habitants, ils sont 100 inscrits en un an. C'est du délire, même s'ils font du kimono. Mais j'ai l'impression que le grappling est en train de prendre le dessus. Alors, est-ce que c'est des vagues? On m'a dit que c'est déjà... C'est un peu une histoire un peu de mode. Il y a le grappling qui va pendant 5-10 ans cartonner, puis ça va revenir un peu en kimono, etc. Toi, t'en penses quoi? Toi, tu fais du kimono ou pas? Ouais, je fais. Je fais les deux. Je te vois que en grappling, je crois, non? Ouais, parce que comme je t'avais dit, depuis que j'ai eu des petits problèmes aux mains, j'évite un peu le kim, mais j'en fais de temps en temps. En fait, c'est toute une question de hype, d'événements. Là, en ce moment, c'est... Voilà, il y a beaucoup de super fights. Ouais, de super fights. Il y a même l'UFC qui ont fait leur propre tournoi de grappling. Pas très bien. Ça marche pas bien, ouais. C'est comme leur... mais parce que c'est nouveau. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va... Ouais. Il faut qu'ils aient les athlètes. Je pense que c'est ça. Il faut qu'ils fassent un roster compliqué. Ouais, voilà. Ensuite, ils vont commencer à mélanger les combattants de MMA face aux grappleurs. Et c'est là où ça va commencer à péter. J'avoue, là, ça va être intéressant. Ouais. Petit à petit, hein. Mais déjà, c'est bien que... Parce qu'en grappe, on disait, t'es le meilleur, il faut que tu ailles à la DCC. Et maintenant, s'il y a des organisations comme ça, déjà reconnues mondialement, à être les meilleurs, si ils nous font des tournois comme ça, les gens vont prendre... Dédicace d'ailleurs à Aurélie, qui a gagné. Aurélie Leverne, j'ai reçu pour un podcast. À la DCC. Et l'UFC, elle a gagné, UFC BJJ. Ah ouais, UFC Grappling, je sais plus comment ils appellent ça, mais UFC BJJ. Ouais, exactement. En grappling. Ouais. Ah ouais. En grappe. Elle a gagné. Elle est passée inaperçue. Guyanaise. Ouais, c'est ça. Personne ne savait, non. Donc voilà, bon, elle a gagné. Félicitations à elle. Donc toi, tu penses que c'est juste une histoire de hype? Ouais, bien sûr. T'as pas cette idée que le Kim, ça bloque encore plus que le grappe?
Moi, c'est toujours ce que je me suis dit jusqu'au CGI 2, je t'avoue. Là, j'ai vu des grappleurs bloqués et j'ai dit, ok, en fait, c'est le problème de notre sport. Un grappleur, il ira pas au kimono, ça c'est sûr. Mais un mec du JJB, non, je sais pas en vrai. En vrai, on dirait que c'est deux communautés différentes. Bah, c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a deux disciplines qui se démarquent de manière ça. claire. En JJB, c'est quoi? C'est IBJJF, c'est les Europes, etc. Ouais, mais ils font tout, ils font grappling aussi. Ouais, ils font grappling. Et grappling, on le voit, ça n'a plus rien à voir avec avant. Je prends l'exemple de Rome, ils font les Europe Nogi tous les ans. Moi, ça fait plusieurs fois que je l'ai fait. Normalement, c'est sur 2 jours. C'est rapide. Là, cette année, c'est sur 4 jours. C'est pour te dire, en fait, c'est en train de monter. On l'a vu même en CFJB avec le tournoi novice, là. Carrément. Ils étaient 1000, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Juste en blanche. Non, le grappling, en tout cas, explose. Voilà, c'est la question, est-ce que ça va couler le JB? Je pense pas. Toi, tu fais beaucoup de grappling maintenant. Ouais. Plus trop de kim? Plus trop de kim, des questions de douleur au doigt et puis de ce truc aussi souvent. Praticité, juste de laver un short et un rash-guard et c'est réglé. Quoi. Et ça, je pense que ça joue. Ça joue, ouais. Ça vraiment, je pense que en fait, tu as côté moins martial aussi. Mais même, t'as le côté un peu plus genre, viens comme t'es. Ouais. C'est-à-dire, tu prends un short, un t-shirt. Et en vrai, tu fais du rap. Tu veux nous parler de tes shorts de bain, Mika? J'ai plus le droit parce que vous avez. Voilà, on a mis un peu de rigueur, les gars. T'en penses quoi? Des shorts de plage et des t-shirts de foot. Non, mais lui, il est comme ça. Comme ça. Short rose. Les mecs, ils le connaissaient pas. Ils disaient, viens, on tourne. Ils comprenaient pas, ouais. Moi, c'est vrai que j'avais toujours mon petit char. Après, je me suis fait gronder. T-shirt rose, là, il était beau, celui-là. Non, on a essayé de. J'essaye de venir sans poche, au moins. Sans poche, ouais. Mais ça, en vrai, c'est une question de sécurité après. Les doigts qui se coincent à l'intérieur. Ouais, moi, une fois que je suis sur toi, tu bouges plus après. Boulox, t'as entendu Boulox? Ce qu'il m'a fait, lui. Ah, mais je le retiens, lui. C'est pas grave. On va organiser un super fight. Là, il y a un peu de place, là, si vous voulez. Il tient pas. Boulox, non, là. Faut que ce soit plus grand, ouais. Ouais, donc ce côté un peu moins martial, un peu moins peut-être de rigueur avec c'est vrai, c'est un peu plus street entre guillemets. Les mecs qui mettent la musique souvent en plus, alors qu'en kimono, tu connais Mako est un peu l'ancienne école, pas de musique, t'as le salut, t'as le machin. En grappe, c'est avec les mecs, c'est un peu à l'arrache quoi. Tu viens et tu roules avec les mecs. Il y a ce côté-là qui fait que je trouve ça a pris un peu le dessus. Je trouve moi en ce moment. Et que c'est bon, je sais pas si je vais me faire insulter, désolé les gars, mais le grappling ça va beaucoup plus vite que le kim. C'est un peu le kim, c'est un peu plus explosif. Exactement. C'est plus dynamique. Il y a plus de et spectacle. Maintenant, tu cherches un peu plus de spectacle, même visuellement. C'est plus joli à regarder. Non, quoique. Si. Ça dépend. C'est différent. C'est différent, mais je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Et ça le retour des clés de talons aussi Exactement. depuis 2-3 ans, qui donne aussi du spectacle, même si ça, au niveau de la santé des athlètes, c'est compliqué. C'est toujours pareil, ouais. Là, ça y va. Les mecs, ils y vont comme des ânes. Les leg locks, là. Ouais. Tout le monde fait des séminaires sur ça. Il faut pas se mentir, c'est ce qui marche. Hein. Mais ça c'est fait pour peur, ça que nous, fait quand on mal. arrive à l'étranger, je te dis n'importe quoi, dans des on est à la compétitions, ramasse. Ça se fait arracher normal. Bon, on commence quand même on a des gars qui bon dans ça. Mais on est un peu à la ramasse, on est un peu en retard avec ça. UFC BJJ, t'y crois toi ou pas? Non, j'y crois. Je pense que l'UFC, de toute manière, ils l'ont compris. Ils ont le sport, l'UFC. Ouais. Ils mettent des antennes un peu partout. Ils avaient commencé avec le sport qui n'est pas un sport, là, où ils se mettent des claques. Là. Ah oui. Ouais, non, mais c'est du... C'était pas le truc de Eddie Bravo, ça, aussi? Les claques, là? Non, les claques où tu... Je sais pas, mais... Ah non, ils se mettent juste des claques. Ils se mettent des claques, ils ont acheté ça. Ah, toi, tu parles du gras plus... Ouais, il y avait ça à un moment. Eddie Bravo, il avait fait ça. C'était pas mal, hein? Ah, je suis en triangle, tu te manges. Parce qu'en fait, ça bloquait plus, tu te prenais des claques. Ah ouais, c'est du le problème, MMA, les mecs ont commencé à jouer avec ça, ils commençaient à mettre des claques avec ça. Donc, il y a eu des KO en fait. C'était n'importe quoi. Bah ouais, c'est du MMA quoi. Après. Voilà, c'est ça en vrai. Ça a arrêté au final. Non, mais vraiment. On laisse manger des KO sur des claques de maçon. Et je pense qu'ils vont commencer à se mettre aussi dans la boxe. Ouais. Et je pense que l'idée de rêve qu'il a, c'est que aussi, les gars du MMA, il sait qu'ils sont... Ouais, il va se mettre dans la boxe. Et je pense que le rêve qu'il a, c'est de se dire, moi, j'ai des combattants qui sont... Mon cœur de métier, c'est des mecs hybrides. Et ensuite, je vais avoir des gars qui sont super forts dans leur domaine, que ce soit la lutte, le sol ou la boxe. Et de temps en temps, je les fais combattre
aller en grappling, en truc. Et donc, du coup, ils vont essayer de capitaliser partout. Maintenant, le grappling, comme je dis, d'un point de vue même chaud, c'est un peu comme le judo. Tu as le côté moins art martial. Tu as un côté où tu peux plus se mettre en spectacle. Et tu l'as vu, ils ont essayé plein de manières de faire un ring. Ils l'avaient fait à un moment donné sur une bande. Ensuite, ils l'ont fait dans un rond. Ensuite, ils l'ont fait dans une coupole. Et donc, forcément, quand tu déstructures un peu le côté traditionnel, c'est... entre guillemets, ça fait un côté plus chaud, quoi. Mais quand tu penses, en vrai, c'est peut-être pas une mauvaise idée, là, qu'ils s'élargissent. Parce qu'un combattant, on sait très bien qu'il, des fois, il attendait 1 an avant d'avoir un combat. Et là, j'ai une organisation, tu as un combat en grappe, tu peux toucher un petit peu de revenus. Tu restes actif. Tu vois, tu restes actif, mine de rien. C'est la politique Apple, ouais. Ils ont le téléphone, ensuite, ils te font les écouteurs, tu peux mettre qu'avec Apple, le truc. En vrai. Et ils te font... C'est peut-être pas une mauvaise idée, Ouais, ils veulent... en gros, ils veulent avoir le monopole sur les sports de combat. Je pense que leur rêve ultime, ça serait de mettre la main sur la boxe anglaise. Je pense. Mais je crois que Dana White a déjà investi là, en boxe anglaise. Il me semble là, c'est l'idée, c'est qu'en 2026, là, il commence à faire une promotion en anglaise. Il n'y a pas le One Championship qui faisait ça, des combats où tu alternes round après round? Après, c'est différent, c'est en hybride. C'est-à-dire que tu faisais un round MMA, un round boxe thaï. Ensuite, tu repartais sur un round MMA. Je crois que c'est Dimitri Johnson qui avait fait ça. Bon, après, je suis moins fan, encore une fois. Soit tu combats dans les règles de MMA, soit tu combats dans les règles de la boxe thaï. Mais de là à mélanger, après, ça fait comme le sport où tu fais un round de boxe, tu fais des échecs, tu repars en boxe. Chess boxing. Ouais, je te jure, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je dis pas que c'est... Des échecs. Ouais, je peux comprendre. J'ai pas eu la répartie. Désolé. Je rebondis sur la boxe. Il y a quand même eu un événement, ça a été très récent. Jake Paul qui organise des combats de boxe avec des anciennes stars actuelles. On pense à Mike Tyson, ça c'était fin 2024. Je pense qu'on a tous été un peu hypés par ça, même si en soi, on sait que ça va être un combat un peu moche, entre guillemets. Hein. Programmé, c'est scénarisé, je sais pas. Tu penses? C'est pas joli avant. Je sais pas, il s'est quand même fait fracturer la mâchoire. Là, il a pris, là, je pense qu'il a montré. Je pense que ça, lui. Il était à fond dedans, il a fait wow. Je sais pas, je pense qu'il y a eu une volonté de la part du champion de pas le mettre KO dans les premiers rounds, ça c'est évident. Ouais. Après, quand il a lâché, quand même, se faire. Moi, j'entendais parler de. Une fracture de la mâchoire, c'est pas rien quand même. Ouais, en plus, on a vu la radio quand même. Ouais, c'est pas anodin non plus. Hein. J'ai envie de parler de pay-per-view, en fait. Plus tu fais durer, en fait, plus tu as de chance de toucher. Donc, je pense que le choix, il s'est dit, je fais traîner un petit peu. Et puis, non, mais clairement, il y a eu un modèle. C'est très bien que je pense qu'au premier, il pouvait le coucher. Quoi. Tu vois ce qu'il a fait avec Yano. Il a couru un peu partout. Oui, il a voulu faire 2-3 takedowns. Il a crocheté. Par contre, il a une sacrée paire d'y aller. Ça, on peut pas lui enlever. Ou il est fou, ou il a. Quand t'es payé 188 millions d'euros, tu y vas. C'est pas sûr. Je te donne 188 millions pour aller. Avec Joshua? Ouais. Je sais pas. Tu cours, tu fais 2-3 abdos. Après, la boxe, en fait, c'est ça qui est dur dans la boxe, c'est quand même pas un jeu. Tu vois, il y a encore cette année un gars qui est mort d'une hémorragie cérébrale, malheureusement à Melun, en amateur. Une petite. Une jeune femme ou une adolescente, je sais même pas quel âge elle avait, la pauvre, en amateur, c'est une jeune femme. Elle est quand même morte d'une commotion. C'est très récent, là, non? Ouais, d'une hémorragie, ou je sais pas. La boxe, c'est pas. C'est pour ça que, en fait, c'est toujours un peu gênant de voir un influenceur comme ça aller défier des vrais athlètes, des grands champions. Mais ce qui est surtout gênant et ce qui doit poser des questions, c'est comment ça se fait qu'un grand champion accepte ça. Et en fait, c'est l'argent. Et donc, comment ça se fait qu'un grand champion ait besoin pour vivre très correctement ou comment se fait-il qu'il ne soit pas payé autant pour aller affronter des autres grands champions? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et malheureusement, les jeux du cirque, ça fera toujours vendre. Ça a toujours fait vendre et ça fera toujours vendre. Demain, tu mets malheureusement une personne de petite taille contre un gros, contre Boulox. J'attendais. Ça va vendre. Oui. Non, mais ça va vendre. Et est-ce que pour autant, on va organiser ça justifie de le faire? Parce qu'il y a un public derrière, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et... Je pense que c'est pas nécessaire, là, aujourd'hui, dans la boxe qui est de moins en moins regardée, boxe anglaise, on va pas se mentir. Est-ce que c'est pas nécessaire des événements comme ça? C'est une question. Hein. Non, je pense pas qu'il fasse. Ramener un peu du public. Je pense pas qu'il fasse du bien à la boxe. Je pense qu'il se fait du bien à lui-même. D'ailleurs, c'est sa promotion.
C'est pas, oui, Jake Paul, oui. Ensuite, oui, peut-être qu'il a fait profiter 10 athlètes qui ont combattu sur sa carte ce soir-là. Bon, ok, il a fait 10 heureux. Maintenant, ceux qui charbonnent, qui sont complètement inconnus, les Cubains, les Mexicains, qui sont largement plus talentueux qu'eux, qui continuent à combattre pour $2000 ou moins encore, qui seront jamais connus. Bah voilà, en fait, c'est toujours pareil. Lui, c'est celui qu'on voit, etc. Et en plus de ça, il a le côté philanthrope, genre grâce à moi, j'ai fait vivre 20 mecs sur ma carte, etc. Non. Je suis pas sûr qu'il fasse réellement tu vois du pas bien le à la bon, boxe. il y a pas de pour toi. Mais ça ramène plus à un débat sur comment vivre en étant combattant professionnel. Tu vois, j'ai ça dans mon travail quand je parle avec des artistes, ils ont du mal à vivre de la danse ou de sortes de choses, mais ça va être la même chose en fait. Chaque combattant devrait pouvoir vivre et avoir un salaire normal. Chaque bon combattant. Voilà, chaque bon combattant. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que le problème, c'est là aussi, hein, c'est que t'as des mecs qui, malheureusement, ils tentent de vivre de quelque chose dont ils ont pas le... C'est comme si demain, je dis, je veux être acteur. Ouais, mais si je suis mauvais, je vais pas en vivre, tu vois. Non, bien sûr, en tout cas, chaque bon combattant. C'est pour ça que je dis... Et c'est ce qu'il voulait faire, Craig Jones, avec son événement, c'était aussi donner de l'argent, enfin voilà, clairement. En vivre. Non, mais la démarche est excellente. Et pour le coup, lui, il est vraiment bon dans son domaine. Ouais. Ah oui, clairement. Donc, c'est pas tout... Tu vois, moi, je suis pas sûr qu'il fasse du bien à la boxe. Je suis pas sûr qu'en vrai, je suis pas sûr que le public qu'il a ramené pour regarder ce combat, ce soit un public d'initiés à la boxe anglaise qui soit capable de se lever à 3h du matin pour regarder un super gars qui affronte un autre super gars. Non, mais ça peut amener des jeunes à avoir de l'intérêt pour ce sport-là et commencer à regarder des combats sur YouTube et dire en fait c'est pas mal, j'aimerais bien m'inscrire. Peut-être, mais moi j'y crois pas trop au vase communicant entre le côté fan de Jake Paul qui regarde ses combats de boxe et le côté je vais regarder la boxe anglaise de prodiges de la boxe anglaise pas connus. Bon, là c'était facile, c'était sur Netflix, donc tu allumes Netflix, tu tombes sur le combat et tu dis c'est pas mal la boxe. Non mais voilà, que Netflix s'intéresse à la boxe, ça par contre je trouve ça super intéressant. Ça, effectivement, c'est une porte d'entrée. Ils le font de plus en plus, là, avec la NFL. Il y a même, à un moment donné, il y avait eu l'UFC. Hein. Ouais, carrément. C'est bien que des plateformes comme ça puissent... Ils vont là où il y a de l'argent, où il y a de la visibilité, tu vois. Ouais, carrément. Et là, avec Tyson, c'était 2024. C'est un combat qui m'a fait un peu mal au cœur, parce que j'étais un peu... pareil. Comme tout le monde. On a tous été un peu fans de Tyson, l'ancien Tyson... L'animal. Moi, j'ai toujours l'interview en tête, là. Et là, il est en slip, là. Il a sa coquille, il est en slip. Il se tourne et il y a les fesses à l'air, ouais. Et il se tourne. Et t'avais un mec qui dit, quand je demande à mon fils de s'habiller tout seul le matin. Et tu vois. Mais franchement, cette séquence, elle me tue. Exceptionnelle. Elle me tue. Exceptionnelle. Je pense lui, il a accepté parce qu'il avait besoin d'argent. Non, mais ça, c'est sûr. Tu vois. Mais voilà, bon, je sais pas. Il l'avait déjà fait dans le passé. Ces derniers combats, il était déjà plus dedans. Ça touche à un monument un peu. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut tout accepter? C'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut tout accepter? Une mauvaise image à la fin de ta carrière que t'avais pas besoin de. Et là, il va recombattre, c'est ça? J'ai bien compris contre Mayweather. Je comprends même plus. Ouais, surtout que Mayweather, c'est fort encore. Je pense. Mayweather, il est beaucoup plus en forme. En termes de vivacité et tout, ça doit aller vite. C'est pas le même poids. C'est pas du tout le même poids, mais. C'était quand son dernier combat? Il va lui tourner autour. Contre McGregor? Non. Il en a fait un autre après. Ouais, il a recombattu après, ouais. Mais non, mais Mayweather, après, je sais pas, tu vois, là, on est vraiment dans le sport spectacle. En plus, c'est deux ans, entre guillemets, un ancêtre quand même, parce qu'il est très ancien maintenant, Mike Tyson, contre Mayweather, qui est jeune retraité, mais le goth absolu du sport, deux catégories différentes. Voilà, bon... difficile, franchement, j'ai du mal à me dire que on va regarder le pire. c'est ça. De fou. C'est ça le truc. Donc difficile de critiquer le côté le business plan. Je pourrais pas le critiquer puisque voilà, j'aurais envie de regarder. Maintenant, je suis encore une fois vraiment pas sûr que ça fasse du bien à la boxe. Ça, j'en suis vraiment pas sûr. De toute façon, comme tu l'as dit, ils vont regarder cet événement, mais après, ils vont pas regarder à 3 heures pour regarder. Et on l'a vu avec Conor McGregor. Les fans de Conor McGregor, pour certains, quand Conor s'est éteint, ils se sont éteints avec lui pour leur intérêt du MMA. Et de même manière, aujourd'hui, tu t'aperçois que les fans de l'UFC sont même pas des fans du MMA. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que les mecs qui regardent l'UFC ne regardent rien d'autre que l'UFC. Ils consomment pas autre chose que le MMA proposé par l'UFC. Et d'ailleurs, ils sont tellement matrixés qu'ils te demandent si tu fais de l'UFC ou de la MMA. Tu vois, les mecs, ils arrivent même pas à comprendre que tu as un sport
et en fait, qui est organisé par des entreprises privées. Et en fait, le niveau de méconnaissance, il est total. Pour donner une idée du... Donc, j'y crois pas trop, moi, aux vases communicants comme celui-ci. Et du coup, des combats spectacles comme ça pour le grappling ou JJB, est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Greg Jones l'a un peu fait en se battant avec Gabi Garcia. On savait très bien que c'était un truc de clown. Maintenant, il a fait une entrée, je sais pas si vous vous rappelez, il arrive à un pantalon stripteaseur, il enlève, il a le petit string en dessous, enfin le slip américain, il picole avant, il monte. Bon, l'entrée, elle est incroyable. Mais pareil, est-ce que ça fait du bien à notre sport ou pas? Bon, lui, il faut quand même savoir qu'il y avait un événement énorme juste avant. C'était juste le clou du spectacle, on va dire. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce qu'un événement comme ça en France, ça pourrait faire parler en ramenant, je sais pas, quelqu'un qui a fait un tout petit peu de sol ou contre un ancien, je sais pas, un mec connu, une télé-réalité qui a fait, je sais pas, 1 an de JJB contre un ancien champion, mais qui a 50 ans, je sais pas, je pense, pas 50 ans, mais 40 ans, je pense à Samuel Monin, par exemple. Tu mettrais Monin contre un mec de la... Bon, je pense qu'il se ferait allumer, le mec, mais... mais tu vois l'idée? Est-ce que... Il y a des youtubeurs, entre guillemets, spécialistes combat, qui essayent de se préparer pour faire des combats. Ibra. Ouais, mais c'est toujours MMA, non? C'est pas sol, c'est ça que je veux dire. Ah, toi, tu veux vraiment... est-ce que ça serait... Non, est-ce que ça serait une bonne idée, tu vois? C'est niche, encore. Pour faire parler. Pour faire parler? Ouais, si pour faire parler. Si la publicité, c'est un... Ouais. C'est un porte-drapeau. Mais tu vois, si on dit qu'en boxe, tout ça, ça fait pas forcément du bien, est-ce que... Le Mike Tyson, c'était un extrême, en fait. C'était un monument. Ah oui, là, Après, nous, c'est tellement peu connu, le sol, que... t'aurais pas le même mais déjà, après, il y a quand même aussi quelque chose à nuancer entre les deux sports, c'est qu'il y en a un, l'intégrité physique, elle est quand même moins exposée que l'autre. Au sol, clairement. Tu te fais soumettre. T'as la clé de talon, si le mec qui te l'arrache au youtubeur, c'est qu'il le veut. Si le gars est expérimenté, tu vois ce que je veux dire? Dans la boxe, t'as quand même, comme je dis, c'est quand même pas un jeu, la boxe. On dit on combat, même si on dit on combat en grappling, mais c'est quand même pas la même notion de combat. Maintenant, pour revenir à ça, je te dis, j'ai du mal. Là, je commentais justement l'Octagone la semaine dernière, dimanche dernier. Sur RMC. Sur RMC Sport. Et dans la carte proposée par l'Octagone, tu avais un combat où tu avais un influenceur qui a affronté un gars de 38 ou 39 ans. Okay. Tu vois. Le combat, il a duré 1 minute et quelques, tu vois. L'influenceur. Non, mais c'est ça qui était dingue, c'est que l'influenceur, il s'est fait, mais cassé là. Et le public était en feu, tu vois, pour ce combat. Mais là, c'est comme on en parlait tout à l'heure. Le mec, il est cassé, truc machin. C'est un combattant, Greg MMA, mais qui aujourd'hui fait, je pense. Est-ce qu'un jeune de 20 ans, il fait beaucoup de vues pour devoir Greg MMA combattre? J'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'il y a une certaine hype autour de ces... Il y a eu un gros public sur le combat de boxe anglaise qu'il a fait là, à l'U-Arena, où il y avait des streamers avec... Est-ce que ça a fait du bien à l'anglaise? Pas du tout. Pas du tout. Pareil, ça fait du spectacle et puis c'est tout. Est-ce que, par contre, d'un point de vue business, ça marche? Encore une fois, chapeau pour les organisateurs. Ils se sont remplis les poches. Maintenant, est-ce que Greg MMA a fait du bien à la boxe anglaise? La réponse, non. Qu'est-ce que tu entends par faire du bien? Ramener la visibilité qui est donner goût à des gens qui connaissent pas. Est-ce que comme quand tu as un Léon Marchand qui gagne 3 médailles olympiques et derrière tu as 850 ou tu as plus 30% de licenciés à natation, quand tu as les compétitions de JO en France et que tu as au judo on gagne des médailles d'or et tout, tu le sais qu'au mois de septembre, derrière, tu vas avoir plus 15%. Quand Manon Fiorot, peut-être, elle fait son combat contre la ceinture contre Shevchenko, peut-être que tu as des filles qui vont dans une salle de sport. C'est ça qu'on appelle faire du bien. C'est-à-dire, est-ce que tu as des gens qui vont aller s'entraîner, etc. Maintenant, est-ce que quand tu as les gars qui regardaient les streamers affronter Greg MMA en boxe anglaise, derrière, ils ont fait l'effort d'aller s'inscrire en boxe? J'y crois pas du tout. Est-ce qu'ils ont consommé de la boxe autrement qu'à travers eux? J'y crois pas du tout. Est-ce que ça fait du bien dans leur discussion de tous les jours de dire j'ai été voir? Je suis pas sûr non plus. Donc est-ce qu'ils font du bien au sport? Ok. J'y crois pas. Le raisonnement est bon. Là, je suis d'accord. Les gars, on arrive au bout de ces 2 heures déjà. C'est pas ensemble. On n'a pas parlé beaucoup MMA finalement à cause de Mika. Ouais, désolé. C'est bien d'avoir des experts. Il nous a pourri le podcast. J'attendais que ça, qu'il s'arrête de parler.
Non, c'était du cool. coup, on a un peu de temps ou pas pour... Maintenant, on est en débat ouvert, là. Ouais, on peut distribuer les flops de cette année. On a 5 minutes si t'as 2-3 flops à... Ouais, moi, je remets la médaille au flop. Mon prof de grappling, je l'ai pris pour des cours particuliers. Et ça m'a pas servi à grand-chose dans mon dernier cours. Arrête, ça m'a fait mal. Déjà, ça m'a fait mal au cœur de te voir, je te jure. J'étais chez moi, j'étais effondré. Non, bon. Ça m'a fait mal au cœur. On aurait aimé que tu finisses autrement. Ouais, autrement, c'est le jeu. Hein. Non, mais c'est pas change vraiment rien tout ça. Je taquine. À qui tu es. C'est un très bon coach, Flo. Et je le gentil. reconseille vivement. Lui ou Macao, comme Olivier aussi. Hein. Mako. C'est vrai que t'écorches les noms de famille. Non, mais tout le temps, moi, c'est un scandale. Non, mais dis quoi, Namako? J'ai dit Olivier après, je suis pas. Ça a été plus simple. Mako, j'ai dit. Ouais. Ouais, les gars, tu vois, vous voyez, ça, c'est les dangers du sport Les en coups. niveau, les coups. Donc, protégez-vous, les gars, mettez des casques, c'est important. Merci encore, les gars, d'avoir été là. C'était incroyable. Merci encore à BJJ Surf Collective, mon club de cœur dont je suis le parrain, qui se situe à Moi, j'y suis allé une fois, c'était pas terrible. Hein. Non, c'est faux, c'est faux. Ouais, franchement, C'est faux. c'est très cher, c'est à Moliette, c'est à... Laissez-moi parler. C'est situé une demi-heure au-dessus de Bayonne. Donc, c'est quoi? C'est 3 heures de train environ, 3h30. Si vous voulez monter un camp, Mika, peut-être, hein, un petit camp MMA et surf le matin et MMA l'après-midi, c'est possible. Vous contactez les organisateurs, je vous mets leur page en dessous dans la description. Je mets d'ailleurs la page de tout le monde ici. Si vous voulez faire du mouvement, c'est avec Alain, découvrir voilà, cette discipline. Si vous voulez faire du grappling JB dans le 91, je ne me trompe pas. 77, excuse-moi. Donc prévoyez l'avion hein, pour y aller. Ah ouais, il a fait de la route. Non, et Mika, t'as l'actu là, t'as un stage, j'ai cru voir, non? Un stage au mois de janvier, mais si n'importe quel club veut un stage, voilà, des un cours stage avec pourquoi pas dans l'Île-de-France, mais ouais, dans l'idée, je suis plus consultant. J'essaie de donner mon avis sur l'actualité du MMA et de partager un peu ma passion. On te suit de près. En étant le plus sincère possible, sans essayer de toucher les égos de chacun, mais c'est parfois compliqué, mais on essaie. Heureusement, dès que tu prends la parole, voilà. Forcément, il y aura des Dès qu'on choses. est un peu critique, de toute manière, Oui, voilà. on est dans un sport où on peut se braquer facilement et je le comprends, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de... Je pense que ça va, t'es épargné quand même. Non, les gens t'en veulent. Si, il y en a qui t'en veulent quand même. Non, il y a des gars qui boudent en cachette, tu vois. C'est jamais... Est-ce qu'on donnerait pas des... Est-ce qu'on créerait pas une guerre, là, vite fait, là, non? Oh non, c'est bon. Merci encore tout le monde. Merci Edouard et Pedro pour votre aide. Merci les gars. Pensez à mettre, c'est important hein, si vous voulez que la chaîne perdure et que l'émission continue. Les petits likes, les commentaires, les choses comme ça. On envoie la vidéo à tout le monde et on fait tourner. Merci tout le monde. Merci les gars. Ouais, dis-moi. Attendez. Ce mois-ci. Ah. Je sors un nouveau Rage Guard et un ensemble. Voilà, on fait sa pub. Les gars, cliquez avec Mata, les gars, c'est important. Non, il y a des petites marques comme ça qui... Tu m'enverras le lien, je le mets dans la... Ouais, c'est Mata sur Instagram. C'est une petite marque avec qui... Moi, j'en profite. J'ai ma tante qui fait des tasses personnalisées. Insta promo, les gars. Ah là, t'as un truc ou pas? J'ai des ateliers, mais... Tu parlais de ton barbeur nos combats, Alfoun, on est ensemble. Il y a Flo qui propose des massages aussi. Donc, massage des pieds. Allez, on va s'arrêter là. Strap les doigts de pied, si vous voulez. Abonnez-vous à Strap, les gars. Bisous. Yes,